Bonjour, nous voici donc réunis pour entendre le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation internationale. Bon, l'agenda de Monsieur le ministre, mais également de l'actualité internationale, fait que une volonté, en tout cas exprimée, de la Commission des Affaires étrangères de voir Monsieur le ministre plus fréquemment. Et je crois que cette volonté est partagée. Elle a été exprimée à plusieurs reprises par le ministre. Donc, on a des volontés qui sont communes et ça tombe bien. En tout cas, pour cet après-midi, on a même une nouvelle date qui a été déjà programmée pour une audition prochaine de Monsieur le ministre. Alors, par rapport à l'exercice habituel où effectivement le ministre des Affaires étrangères dresse un panorama de toutes les situations qui se posent de façon urgente à la diplomatie française, on a un nombre de conflits, de situations peut-être beaucoup plus importants que d'habitude et on va bien évidemment essayer de les traiter toutes. Merci en tout cas, Monsieur le ministre, de participer à cette audition. Je voulais peut-être en préalable dire que la Commission également agit fortement sur le plan diplomatique. D'abord sur la question de l'Algérie. On a débattu et voté une PPRE sur l'Algérie, sur l'Ukraine. Il y a eu une PPRE sur l'Ukraine qui a donné l'occasion d'avoir un débat très fourni, très dense et très contradictoire en séance sur la situation en Ukraine. Et je pense que c'est plus riche, en tout cas ça l'a été, qu'une séance 50-1 où il n'y a pas de débat contradictoire. Donc ça, c'est le résultat de la PPRE qu'on a avancé pour qu'elle soit à peu près calée à la date anniversaire du 24 février. On a été très actif également sur la RDC dans l'Est du Congo. Ce matin, 2 auditions sur la question. Également, une mission parlementaire qui va partir en RDC pour essayer de trouver le cadre d'un traité de coopération économique avec la RDC. Les attentes sont très fortes du côté de la RDC. Côté Washington, je reviens d'une mission avec Nathalie Oziol et Franck Riester. On a pu avoir un certain nombre d'entretiens, pour certains en tout cas, très, très francs et assez alarmants. Je vous ai posé une question là-dessus hier. Serbie, Kosovo, d'autres collègues, dont Pierre Priptich, vont partir très prochainement pour essayer de voir comment on peut accompagner ou en tout cas s'approcher de la situation entre la Serbie et le Kosovo. Voilà, beaucoup de situations et on va lancer également des assises du franco-allemand pour essayer de voir comment ces deux pays peuvent être un nouveau moteur de l'Europe. Donc la Commission est elle-même très, très active sur les questions de diplomatie. Et donc, Monsieur le ministre, un certain nombre de situations. D'abord, je voudrais vous féliciter et féliciter la diplomatie française sur un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment au Liban, où vous avez été très actif, notamment sur la question du cessez-le-feu. Vous êtes très présent sur cette zone-là. Sur la question de la Syrie également, vous avez été certainement des premiers à y aller et vous nous direz un petit peu quelle est la situation actuelle. On a une audition également très intéressante sur la situation actuelle en Syrie et que faut-il penser du pouvoir actuel et comment l'accompagner au mieux si c'est nécessaire. La question en Israël également qui est extrêmement tendue avec une reprise des opérations militaires que le président de la République déplore et souhaite de façon urgente un retour en arrière et respect du cessez-le-feu, bien évidemment, et puis des manifestations à Gaza qui ont eu lieu la semaine dernière pour exprimer le rejet de la guerre et la fin de la gouvernance du Hamas. Là-dessus, bien sûr, on pourra vous entendre. Succès peut-être, début de succès en tout cas humanitaire avec la libération d'Olivier Grondeau, que l'on a vu ici. On est très heureux de l'avoir retrouvé, mais nous avons toujours Cécile Collère et Jacques Paris. Et de nombreuses manifestations ont lieu de plus en plus, notamment dans les mairies maintenant, en plus pour essayer de faire une pression, en tout cas, de demander de plus en plus souvent leur libération. Sur l'Algérie également, on note un réchauffement, en tout cas, un arrêt des refroidissements, en tout cas, des relations avec l'Algérie, vous nous le direz, où on en est. On annonce un de vos déplacements le 6 avril, ce que la presse dit. Donc là-dessus également, c'est un signal très intéressant de désescalade, en tout cas, au bénéfice de la diplomatie française, certainement. Le Congo en a parlé, la question de l'Ukraine, bien évidemment. On a tous en tête la situation actuelle. Et puis les États-Unis, et j'en ai parlé, avec un changement inquiétant de gouvernance qui apparaît, qui ont des conséquences sur
nos valeurs, en tout cas sur le modèle que l'on défend, avec notamment cette lettre aux entreprises françaises, et puis bien sûr la question des droits de l'homme et des pressions de plus en plus fortes que le président Trump et son administration font peser sur l'ensemble des acteurs internationaux. Là-dessus également, vous êtes très précis et très, très clair sur ces questions-là. Voilà, Monsieur le Ministre, en tour de table, sans bien sûr aller au fond des problématiques. Vous les connaissez, nous les connaissons. On vous entend pour une vingtaine de minutes, et puis après, vous connaissez la règle, chaque groupe interviendra pour préciser un certain nombre de problématiques. Merci de votre présence. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour votre invitation, mais aussi votre engagement. Et je salue les déplacements récents des membres de la Commission sur les théâtres de crise humanitaire, pour affronter les tensions, pour porter la voix de la France, et puis pour revenir ici, éclairer la représentation nationale et au travers d'elle le peuple français sur tous ces enjeux qui, au-delà de nos frontières, conditionnent la vie quotidienne, la nôtre, celle de nos compatriotes. Merci de me donner l'occasion de faire le bilan de l'action menée au cours des 100 premiers jours du gouvernement de François Bayrou. Et je reviendrai sur certains des éléments sans peut-être être tout à fait exhaustifs, en commençant bien sûr par le réveil stratégique de l'Europe et la sécurité de l'Ukraine, puisque nous avons marqué il y a un peu plus d'un mois, le troisième anniversaire du début de la guerre d'agression russe en Ukraine, qui a été un électrochoc pour les nations européennes. Et ces dernières semaines, comme vous avez pu le constater, nous avons progressé très considérablement, à la fois vers ce qui pourrait être la résolution de cette crise, mais aussi vers je dirais une architecture de sécurité européenne amène de dissuader définitivement la menace. Je citerai évidemment la proposition franco-britannique de cesser le feu d'un mois dans les airs, en mer et sur le secteur énergétique, qui a été reprise par le président ukrainien lors de ses échanges avec les États-Unis, qui ont quant à eux insisté pour un cessez-le-feu immédiat de 30 jours et sans condition, allant au-delà des airs, de la mer et du secteur énergétique, ce que les Ukrainiens ont accepté, et ce qui représentait un compromis très significatif, c'était il y a 3 semaines déjà. Cependant, les Russes, quant à eux, ont repoussé cette proposition après avoir laissé croire qu'ils la respecteraient. Le constat désormais est clair, la Russie cherche à gagner du temps en se livrant à des manœuvres dilatoires. Elle n'abandonne pas ses ambitions territoriales, procède à de nouvelles frappes sur les infrastructures énergétiques, poursuit ses crimes de guerre et vient même de lancer la plus vaste campagne de conscription depuis 14 ans, avec 160 000 jeunes attendus pour partir au front. Il me semble qu'à ce stade, la Russie doit aux États-Unis, qui s'efforcent de mettre en œuvre une médiation entre les deux parties, elle doit aux États-Unis une réponse claire, c'est oui ou c'est non. Vous l'avez cité, Monsieur le Président, c'est le deuxième point de bilan que je voulais partager avec vous, l'accompagnement du Liban sur le chemin de la reconstruction. Alors que le Liban était au bord de l'abîme, nous avons réussi à négocier avec nos partenaires américains un cessez-le-feu qui a restauré la sécurité et la stabilité du pays et qui tient, malgré les tensions, et notamment les tensions récentes. Les troupes israéliennes se sont retirées de 99% des territoires qu'elles occupaient au Liban. Nous avons aidé à mettre un terme à 2 ans et demi de vacances institutionnelles. Le président Joseph Aoun a été élu au mois de janvier. Il a été reçu par le président de la République à Paris, vendredi 28 mars. Et le Premier ministre Nawaf Salam, quant à lui, est au travail pour donner corps à ce nouvel espoir pour ce pays si cher à la France. Nous continuerons d'accompagner le redressement économique, la restauration d'un État souverain en organisant une conférence internationale dédiée à la reconstruction du Liban cet automne à Paris. Et d'ici là, nous engageons Israël à entrer dans une discussion pour son retrait définitif des 5 points qui continuent d'occuper et pour faire aboutir la discussion avec le Liban sur le règlement des questions liées à la frontière. Troisième point de bilan, c'est notre engagement lucide et conditionnel en Syrie. Après la chute du régime criminel de Bachar al-Assad, nous avons fait le choix d'un engagement exigeant avec les nouvelles autorités syriennes.
dont nous connaissons le passé, et ce pour deux raisons. D'abord, favoriser une transition politique pacifique et inclusive, conforme au pluralisme syrien, qui garantisse le respect des droits des femmes et de l'ensemble des communautés, puis s'assurer que nos intérêts de sécurité, en particulier la lutte contre le terrorisme islamiste, la destruction des armes chimiques, la fin du trafic de drogue, soient bien prises en compte. C'est ce qui explique ma visite à Damas le 3 janvier, ce qui explique que nous avons accueilli le 13 février une conférence internationale sur la Syrie, et nous avons plus récemment favorisé la signature d'un accord le 10 mars entre les autorités de Damas, nos partenaires kurdes des forces démocratiques syriennes, fer de lance de la lutte contre Daesh ces dernières années, qui doit garantir la prise en compte de leurs droits et de leurs intérêts dans la transition syrienne et nous permettre de poursuivre le combat contre le terrorisme. Nous avons obtenu aussi que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, puisse se déployer en Syrie pour détruire le stock d'armes chimiques illégales du régime. Cet engagement est lucide, exigeant, conditionnel et réversible. Et nous avons condamné avec force les massacres qui ont visé des civils alaouites et fait savoir aux autorités de Damas que sans lutte contre l'impunité, nous ne saurions procéder à de levées de sanctions. Quatrième élément de bilan de ces 100 jours, le renouvellement de nos partenariats en Afrique, avec à la fin du mois de novembre l'accueil à Paris du président du Nigeria, afin de renforcer nos liens avec ce pays qui est la première puissance démographique du continent. Il s'agissait de la première visite d'État en France d'un chef d'État africain depuis 2017. À la mi-janvier, nous avons accueilli en visite d'État le président de l'Angola, qui a pris la présidence de l'Union africaine un mois plus tard. Et puis, j'ai effectué pour ma part plusieurs déplacements en Afrique subsaharienne, à la frontière soudanaise pour témoigner de notre mobilisation sans faille face à la première crise humanitaire au monde, à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, pour relancer 5 ans après la dernière édition notre dialogue stratégique avec ce nouveau membre du G20, puisque l'Union africaine a été admise comme membre à part entière, à Tiaroy, au Sénégal, pour poser des mots justes sur notre histoire commune, plus récemment à Johannesburg pour porter la voix de la France au G20, présidé cette année par l'Afrique du Sud, et puis à Kinshasa et à Kigali pour appeler les chefs d'État congolais et rwandais à privilégier la diplomatie plutôt que la voie des armes. Cinquième élément, des avancées dans les négociations commerciales en Chine. Mon déplacement en fin de semaine dernière a permis d'obtenir des avancées importantes, de franchir une première étape dans le règlement de notre différend sur le cognac et l'armagnac. Avant ma visite à Pékin, la filière était sous la menace d'une application imminente de droits de douane définitifs de 34 à 39% sur les cognacs et les armagnacs. Et l'accès aux magasins hors taxe, duty free, était bloqué pour les spiritueux français. Les discussions, le dialogue exigeant que nous avons conduit là-bas ont permis que les marchandises déjà arrivées en Chine puissent approvisionner les duty free. Et les autorités chinoises ont consenti à repousser de 3 mois une éventuelle application des droits de douane définitifs. C'est une étape importante, c'est un sursis important qui va nous permettre de poursuivre le dialogue exigeant avec la Chine pour mettre ce différend derrière nous. Prochaine étape, le dialogue de haut niveau qui sera conduit par le ministre de l'économie et des finances le 15 mai prochain avec son homologue ministre de l'économie chinoise. Sixième élément que je voudrais inscrire au bilan, la réussite du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu au mois de janvier, qui a réuni plus de 100 pays, qui était coprésidé par la France et par la Chine, qui a d'ailleurs été suivi par une visite officielle du Premier ministre Modi. Les discussions ont permis d'aboutir à une déclaration abordant pour la première fois les enjeux de l'intelligence artificielle dans leur globalité, environnementaux, sociaux, démocratiques. Et puis, nous avons réussi à obtenir l'annonce de 109 milliards d'euros d'investissement en France au bénéfice de nos entreprises et de nos concitoyens. 109 milliards d'euros d'investissement privé, et puis 50 milliards d'euros supplémentaires de la part de la Commission européenne, ce qui témoigne de l'attractivité de la France pour cette technologie d'avenir. Et puis, septième élément de bilan, la libération de plusieurs otages français. En Iran, d'abord, après des mois de mobilisation et 4 entretiens avec mon homologue iranien, nous avons obtenu la libération d'Olivier Grondeau le 17 mars dernier. Un moment particulièrement émouvant, auquel d'ailleurs la représentation nationale était associée, puisque le 25 mars, quelques jours après sa libération, un hommage était rendu à lui-même, mais aussi à nos 2 autres compatriotes, Jacques Paris et Cécile Kohler, qui restent aujourd'hui détenus depuis plus de 1000 jours.
Pour les libérer, nous allons encore accentuer la pression sur le régime iranien. D'abord, nous allons adopter dans les prochains jours des sanctions européennes additionnelles contre les responsables iraniens de la politique d'otages d'État. Des sanctions qui seront sans doute adoptées lors du Conseil des Affaires étrangères du 14 avril prochain. D'autre part, face aux violations inacceptables du droit de nos deux compatriotes à la protection consulaire, qui ne sont hélas que l'un des aspects de la dureté de leurs conditions de détention, je vous annonce que nous allons porter plainte contre l'Iran prochainement devant la Cour internationale de justice pour violation du droit à la protection consulaire. Rien de tous ces éléments que je viens de citer depuis 100 jours n'aurait été possible sans le savoir-faire exceptionnel des diplomates français, ambassadrices et ambassadeurs, directrices et directeurs, dont l'engagement, le professionnalisme et le dévouement font honneur à la France. J'entends parfois des voix s'élever pour critiquer leur prétendue mollesse, leur prétendue faiblesse. Ces critiques sont inacceptables, elles sont intolérables. Et je compte sur vous, mesdames et messieurs de la Commission des Affaires étrangères, pour les faire taire. Parce que vous savez mieux que quiconque que la voix de la France est l'une des plus exigeantes au monde, que la diplomatie française n'hésite jamais à faire usage de fermeté, d'appliquer des sanctions lorsqu'elle estime qu'elles servent les intérêts de nos compatriotes. Mais la fermeté n'est que l'une des modulations de la voix de la France, et fort heureusement. Car ce qui fait la force de notre diplomatie, c'est précisément qu'elle dispose d'un arsenal plus étendu que les autres, qui va du dialogue aux sanctions, et qu'elle utilise à bon escient, instruite par des décennies, je dirais même des siècles de succès diplomatique français. Et c'est cette force que je vais mobiliser dans les 100 prochains jours pour défendre et promouvoir les intérêts français sur les dossiers suivants. D'abord, la recherche d'une solution politique durable à Gaza. À Gaza, nous œuvrons en faveur d'un cessez-le-feu permanent qui permette la libération de tous les otages, l'acheminement massif de l'aide humanitaire bloqué depuis plusieurs semaines aux populations civiles qui se trouvent dans une situation dramatique. Nous sommes convaincus qu'il n'y a aucune solution militaire au conflit israélo-palestinien. Et en particulier, l'annexion, le déplacement forcé, la colonisation sont une impasse et une menace pour la sécurité d'Israël elle-même. Nous allons continuer d'œuvrer pour retrouver le chemin d'une solution politique durable. À Gaza, en soutenant le plan arabe qui propose un cadre crédible de reconstruction et des éléments pour garantir la sécurité et installer une nouvelle gouvernance palestinienne. Le Hamas ne doit en aucun cas y prendre part. Au-delà de Gaza, nous allons continuer le travail avec nos partenaires saoudiens avec lesquels nous présiderons dès l'été à New York une conférence des Nations Unies pour restaurer l'horizon d'une solution à deux États, la seule qui puisse garantir durablement paix et sécurité aux Israéliens comme aux Palestiniens. Deuxième chantier, la résolution de la crise au Soudan, première crise humanitaire au monde par son ampleur. 26 millions d'enfants, de femmes et d'hommes en situation de détresse humanitaire absolue. Le 15 avril marquera le 2e anniversaire de ce conflit. Vous vous souvenez qu'en 2024, nous avions accueilli une grande conférence internationale de soutien au Soudan et aux pays voisins, où plus de 2 milliards d'euros d'engagement humanitaire avaient pu être levés. Cette année, je me rendrai le 15 avril prochain à Londres, où nous co-organiserons avec mon homologue britannique, avec l'Allemagne, l'Union européenne et l'Union africaine, une seconde édition de cette conférence. Nous passerons en revue l'ensemble des engagements pris l'an passé et appellerons l'ensemble des parties prenantes à se saisir de leurs responsabilités pour mettre un terme au conflit, de sorte qu'ils ne connaissent pas de 3e anniversaire. Troisième chantier, un soutien diplomatique et humanitaire dans les Grands Lacs. Nous sommes mobilisés pour trouver une solution diplomatique à la crise qui déchire l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo. Sont déployées des troupes rwandaises en soutien au groupe rebelle du M23, en violation de la souveraineté congolaise. Et c'est cet objectif que nous poursuivons à titre bilatéral. Le président de la République est en lien étroit avec ses deux homologues et avec les dirigeants de la région. À l'Union européenne, où nous avons récemment adopté de nouvelles mesures individuelles contre des responsables militaires rwandais et du groupe rebelle M23. À l'ONU, où nous tenons la plume et où le Conseil de sécurité, à notre initiative, a adopté fin février une résolution historique qui condamne à l'unanimité la présence de troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo.
Nous sommes en contact avec les médiateurs africains, qui sont au premier plan pour obtenir une sortie de crise par le haut et concrètement un cessez-le-feu durable et mutuellement agréé, une reprise des négociations. Il y a urgence à agir, c'est la stabilité de toute la région qui est en jeu, alors que le conflit a déjà engendré le déplacement de près d'1 million de personnes depuis le début de l'année et plusieurs milliers de morts. C'est la crise, la deuxième crise la plus grave au monde actuellement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, malgré le contexte budgétaire contraint, j'ai décidé d'apporter un soutien humanitaire de 5,5 millions d'euros supplémentaires depuis le début de l'année. Quatrième chantier, la recherche d'un accord contraignant sur le nucléaire iranien. Pourquoi ? Eh bien parce que malgré les revers subis ces derniers mois, lourde défaite du Hezbollah au Liban, chute du régime de Bachar al-Assad, attaque aérienne d'Israël contre son territoire, situation économique calamiteuse, l'Iran poursuit un agenda de déstabilisation marqué par la fuite en avant de son programme nucléaire qui atteint des niveaux sans précédent, la poursuite du soutien à des groupes régionaux déstabilisateurs comme les Houthis, le soutien à la guerre russe en Ukraine avec des drones, des missiles, la politique d'otage d'État dont je parlais tout à l'heure. 10 ans après la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord dit JCPOA, notre conviction reste intacte. L'Iran ne doit jamais se doter de l'arme nucléaire. Notre priorité est de parvenir à un accord qui contraigne durablement de façon vérifiable le programme nucléaire iranien. La fenêtre d'opportunité est étroite. Nous n'avons que quelques mois avant l'expiration, si je puis dire, de cet accord qui a été trouvé il y a 10 ans, et notamment sous impulsion française. Je veux rendre hommage aux négociateurs de l'époque. En cas d'échec, une confrontation militaire apparaîtrait comme presque inévitable, ce qui aurait comme coût très élevé de déstabiliser très durement la région. Et c'est ce que nous voulons éviter, comme nous le faisons depuis 10 ans. Cinquième chantier, l'ouverture d'un espace diplomatique avec l'Algérie. Tensions que nous avons depuis plusieurs mois avec l'Algérie, dont je redis que nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence, franchise et sans faiblesse. C'était l'esprit dans lequel s'était placé le Premier ministre en convoquant un conseil interministériel de contrôle de l'immigration pour le chapitre consacré à l'Algérie. L'appel qui a eu lieu entre le président de la République et son homologue algérien a réouvert un espace diplomatique en vue de cette résolution dont nous voulons nous saisir parce que c'est l'intérêt des Françaises et des Français que d'obtenir des résultats dans le domaine de la coopération migratoire, judiciaire, sécuritaire, économique, mémorielle également. Des principes ont été posés par les deux chefs d'État. Ils doivent maintenant trouver une traduction opérationnelle. Je me rendrai dimanche à Alger à cet effet. D'autres visites ministérielles suivront et à n'en pas douter, des visites parlementaires également. Sixième chapitre ou sixième chantier, les Balkans occidentaux. Je rappelle qu'il y a 30 ans, jour pour jour, la région était en proie à une guerre d'une très haute intensité, en plein cœur du continent européen. Je rappelle également que cette enclave, située au cœur du continent européen, se situe à moins de 2000 km du territoire national. En Serbie, les autorités font face à une contestation populaire sans précédent. Depuis les négociations menées depuis des mois entre le président Vučić et les manifestants ont conduit le président à annoncer qu'il formerait un nouveau gouvernement dans les prochaines semaines, ce qui est un premier jalon vers un apaisement de la situation. Et l'échange qu'il a eu avec le président de la République samedi dernier a été l'occasion pour le président de la République de l'encourager à avancer sur cette voie. En Bosnie-Herzégovine, suite au mandat d'arrêt qui a été émis à son encontre, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, multiplie les initiatives sécessionnistes que nous avons condamnées systématiquement. Nous avons donné notre accord à un renforcement de l'initiative EUFOR Althea dans le cadre de l'OTAN, qui est sous commandement français, avec 600 personnels supplémentaires qui pourront se mettre en situation de pacifier la situation si elle venait à s'envenimer. Benjamin Haddad sera sur place demain à Sarajevo pour s'entretenir avec les autorités, mais aussi avec l'opposition à Republika Srpska. Puis nous avons en ligne de mire le sommet de la communauté politique européenne qui se tiendra le 16 mai prochain à Tirana, en Albanie, qui sera l'occasion
pour le président de la République de s'entretenir avec les autorités de l'ensemble des pays, ceux qui sont aujourd'hui plongés dans la crise, ceux qui au contraire avancent bien dans leur trajectoire vers l'Union européenne. Je pense en particulier à l'Albanie et au Monténégro. Septième chantier que je voulais citer, le Caucase et notre soutien à l'Arménie. Nous avons salué l'annonce de l'aboutissement des négociations sur le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Plus rien ne s'oppose désormais à sa signature et je forme le vœu qu'elle puisse intervenir dans les meilleurs délais. D'ici là, la France continuera à soutenir indéfectiblement la résilience et la souveraineté de l'Arménie, la détermination du gouvernement de Nicole Pachinian à maintenir le cap de l'indépendance, de la démocratie et de la paix est remarquable, alors que la Russie ne cache pas son hostilité. Dans ce contexte, nous suivons avec attention le procès des Arméniens du Haut-Karabakh, qui a débuté le 17 janvier au tribunal militaire de Bakou, et nous prêtons une attention toute particulière aux inquiétudes exprimées par les organisations de défense des droits de l'homme quant à l'équité des procès et au traitement des accusés. Nous appelons à la libération de tous les détenus arbitraires en Azerbaïdjan et formons le vœu que le processus de normalisation entre les deux pays permette de régler la question des prisonniers et des détenus. Et puis, neuvième chantier, je crois, si le compte est bon, c'est celui de l'organisation de l'UNOC. Et je le dis en saluant l'arrivée à l'instant d'Éléonore Carrois, temps fort de notre calendrier international. 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, l'UNOC a vocation à être l'équivalent pour le climat de ce que l'accord de Paris, l'équivalent pour l'océan de ce que l'accord de Paris a été pour le climat. L'UNOC, c'est la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice en juin 2025, avec un certain nombre d'aboutissements. Je crois que l'un d'entre eux était débattu à l'instant à la tribune de l'Assemblée nationale. Hein ? Et c'est pour ça que vous étiez en retard. Mais ça n'est que l'un des aboutissements que nous appelons de nos voeux. Il y a évidemment l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer, le traité BBNJ, qui doit, pour entrer en vigueur, rassembler 60 ratifications. Nous sommes à peu près à 20 aujourd'hui et nous mobilisons très activement à tous les niveaux. Je remercie Éléonore Carrois en particulier pour sa mobilisation. Faire en sorte que la jauge des 60 ratifications soit remplie. Pour tout vous dire, nous avons même prévu d'avoir un bureau de ratification à Nice pour que les pays retardataires soient en mesure de déposer leur instrument de ratification sur place si nécessaire. Voilà pour les chantiers de la diplomatie française que je voulais évoquer avec vous, mais je voudrais vous dire un mot très bref sur les chantiers de transformation du ministère et en citer 2 en particulier. Le premier, c'est le réarmement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'heure de la guerre informationnelle. La France est le pays de l'Union européenne le plus ciblé en 2024 par les ingérences numériques étrangères, les ingérences en général. 152 cas détectés entre novembre 23 et novembre 24 sur les 505 cas étudiés. 2024 a apporté beaucoup de preuves que des opérations d'influence, en particulier russes, étaient menées à l'encontre de nos populations civiles. La France a des atouts pour répondre, mais doit investir davantage pour informer les Français et faire échec à ces opérations. Et plus généralement, la France doit se muscler non seulement pour se défendre contre les opérations d'ingérence et d'ingérence numérique étrangère, mais elle doit se muscler pour faire entendre sa voix dans une époque où l'espace informationnel s'est fragmenté et où il nous faut donc nous réinventer pour que cette voix puisse être entendue. Ça, c'est le premier chantier de transformation et très important. J'attire votre attention là-dessus. Le deuxième chantier de transformation, c'est de tourner le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vers les Français. De resserrer le lien entre ce ministère régalien, qui est sans doute des ministères régaliens le moins connus de nos compatriotes, et les Français. De créer un lien diplo-nation, comme il existe un lien armée-nation. Parce que ce qui se passe au-delà de nos frontières n'a sans doute jamais eu autant d'impact sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Et vous, comme moi, avons peut-être perçu lors de l'examen des textes budgétaires qu'il y avait peut-être une compréhension insuffisante de l'impact de l'action que nous menons, diplomatie parlementaire, diplomatie française, au service de nos compatriotes. Et donc ce chantier de transformation est très profond.
Il touche à toutes les dimensions de l'action du ministère, pas seulement celle du ministre et de son cabinet. Il vise à mieux mesurer et valoriser l'impact de ce ministère sur la réponse aux préoccupations des Français en matière d'emploi, en matière de transition écologique, de santé, d'immigration, etc. Il consiste à activer les liens entre ce ministère et les Français et leurs représentants, en soutenant la diplomatie économique, en soutenant la coopération décentralisée. Les collectivités territoriales sont le premier partenaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En avançant résolument avec les élus des régions et des départements et des collectivités transfrontalières pour dépasser les irritants et montrer, parce que nous avons plusieurs millions de compatriotes qui savent ce que sont les affaires étrangères, parce qu'ils font l'expérience de la frontière au quotidien, et ils sont confrontés à de nombreux irritants qu'il nous faut lever. À mon niveau, multiplier les déplacements sur le territoire national. Alors, ça n'est pas une habitude au ministère des Affaires étrangères, où le ministre se projette en général à l'extérieur du territoire national. Mais je crois que dans l'époque que nous traversons, il est important que nous puissions le faire aussi au plus près de nos compatriotes qui se préoccupent de ce qui se passe à l'étranger et qui ont besoin qu'on leur mette les cartes en main. Puis nous allons aussi ouvrir grand le Quai d'Orsay pour que des visites puissent y être multipliées, visites organisées par des parlementaires, par des écoles, etc., pour que soient bien compris les métiers de la diplomatie, ce en quoi la diplomatie peut changer les choses, peut changer la vie de nos compatriotes et pourquoi elle est si utile à leur quotidien. Mais je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour ce tour d'horizon. Beaucoup de précisions dans les actions menées, dans les actions en chantier et dans les deux sujets de transformation. Il y en a d'autres également, mais je sais que vous avez compressé votre présentation pour être dans un format où tout le monde pourra s'exprimer par la suite. Deux points peut-être. D'abord, une suggestion sur la question de la transformation du ministère tourné vers les Français. Peut-être faut-il inclure dans votre réflexion la question des médias et donc intégrer beaucoup plus France Médias Monde dans une capacité à ce que ces outils, ces chaînes soient mieux diffusés sur le territoire national pour que les Français aient plus de compréhension des enjeux internationaux. Aujourd'hui, les chaînes sont assez franco-françaises dans le traitement de l'information, hein, sans détailler, hein, en grande tendance. Et puis peut-être une précision sur l'Iran. On a noté d'abord que les porter plainte contre l'Iran, mais augmenter les sanctions également. Est-ce que ces sanctions sont coordonnées avec la demande américaine, enfin de l'administration Trump, sur l'augmentation aujourd'hui des sanctions vis-à-vis de l'Iran? Voilà, deux petits points avant de commencer les auditions. Merci, Monsieur le Président. Sur l'implication des médias, je vous rejoins tout à fait. Et à dire vrai, nous avons initié des discussions pour organiser au Quai d'Orsay un format d'émission qui puisse être diffusé largement pour revenir sur certains succès ou peut-être certains échecs de la diplomatie française par le passé pour que nos compatriotes comprennent bien comment tout cela se joue. Je le disais, nous fêtons cette année un certain nombre d'anniversaires. 10e anniversaire de l'accord sur le nucléaire iranien, 10e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, 75e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman au Quai d'Orsay, qui a quasiment institué la communauté européenne du charbon et de l'acier. Autant d'histoires qui sont le résultat d'efforts diplomatiques considérables qui méritent d'être connus. Puis après, il y a l'actualité qui, elle aussi, mérite d'être décryptée. Et France Médias Monde, de ce point de vue-là, doit pouvoir jouer un rôle important. Sur l'Iran et les sanctions, donc pour rappel, l'accord sur le nucléaire iranien a consisté à l'époque pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis au début, à exiger de la part de l'Iran de ne pas dépasser un certain nombre de seuils d'enrichissement, de capacité d'enrichissement, etc., en contrepartie d'une levée des sanctions qui étaient appliquées sur l'Iran. Nous arrivons, après 10 ans, à l'expiration de cet accord. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, puisque les États-Unis ont quitté cet accord en 2018, ont donc la possibilité de réappliquer l'ensemble de ces sanctions qui ont été suspendues. Les États-Unis ont annoncé quant à eux, avec un décret, un ordre exécutif du président Trump, la mise en œuvre d'un certain nombre de sanctions supplémentaires à celles qu'ils avaient déjà réappliquées en 2018 lorsqu'ils ont quitté
l'accord sur le nucléaire. C'est une bonne chose parce que ça permet d'accroître la pression sur l'Iran au moment où nous avons besoin qu'elle fasse un vrai retour en arrière sur son programme. Parce que je le redis, il ne s'agit pas, même si nous sommes, comme membre permanent du Conseil de sécurité et signataires du traité de non-prolifération, gardiens de la non-prolifération nucléaire, nous le faisons aussi parce que notre intérêt national est en jeu. Le programme nucléaire iranien permet théoriquement à l'Iran, si l'Iran franchissait le seuil, de toucher le sol européen. Donc c'est les efforts que la France a consentis depuis 10 ans. Ça, c'est les sanctions que les États-Unis ont prises, c'est des sanctions plutôt d'ordre économique. Les sanctions que j'ai proposées lors du dernier Conseil des affaires étrangères, dont j'espère qu'elles seront adoptées le 14 avril prochain, ce sont des sanctions individuelles qui visent les responsables de la politique d'otages d'État. Donc c'est un sujet un peu, je dirais, disjoint de la pression économique que nous avons mis sur l'Iran, ou que les États-Unis mettent sur l'Iran pour essayer d'obtenir des résultats. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons commencer les prises de parole des groupes présents aujourd'hui à la Commission des Affaires étrangères. Le premier à prendre la parole pour la gauche démocrate et républicaine est David Riemann. Monsieur le député, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Moscou a dénoncé il y a quelques jours la militarisation de Mayotte et a accusé Paris de contrôler illégalement l'archipel après la récente annonce de Manuel Valls d'un renforcement de la présence militaire française sur le territoire mahorais. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs ajouté que, en vertu du droit international, cette île appartient à l'Union des Comores. Suite à cela, le ministre de l'Intérieur des Comores a mis en avant un risque d'exacerbation des tensions si la militarisation de Mayotte venait à être renforcée. Si ce n'est absolument pas la question ici d'interroger le rattachement de Mayotte à la France, les citoyens mahorais s'étant prononcés démocratiquement par 2 fois, en 1974 puis en 1976, se pose toutefois la question lancinante de la visibilité et la capacité d'action des Outre-mer en matière internationale. À travers l'exemple de Mayotte, on ne peut que constater que les Outre-mer constituent un paramètre de plus en plus prégnant de la politique étrangère française. Pourtant, il reste paradoxalement les maillons faibles d'une puissance française déjà relativisée sur la scène internationale. Plutôt que d'imposer leur position, les autorités nationales doivent laisser la main aux autorités locales pour qu'elles puissent faire valoir leur point de vue, développer leur autonomie économique et nouer les relations approfondies avec leur environnement immédiat. Les ingérences étrangères dénoncées par la France, d'abord vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, puis maintenant de la Russie, sont la démonstration que les pays étrangers sont à même de proposer à nos territoires ultramarins de nouvelles voies de développement en mesure de combler l'absence de vision stratégique, économique et sociale de la France pour ces territoires. De ce fait, comment se positionnerait le gouvernement si certains Outre-mer venaient à répondre positivement à ces propositions, eux qui restent marginaux, voire inexistants dans la diplomatie et la géopolitique française? Par ailleurs, la France vient d'inaugurer son ambassade au Guyana et a engagé des pourparlers pour y ériger une base militaire. D'un autre côté, le secrétaire d'État des États-Unis s'est rendu récemment au Guyana et au Suriname. Petit à petit, les Américains se rapprochent de la Guyane en tissant des liens avec la communauté caribéenne. Les velléités expansionnistes des États-Unis ne sont plus un mystère pour personne. Dans ce contexte, ne pensez-vous pas que brider ces territoires dans leur développement économique et en les empêchant pour certains d'exploiter leurs ressources naturelles ne fera que renforcer l'attrait pour tout ou partie de nos territoires ultramarins pour les mains tendues des puissances étrangères? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Vous répondez à chaque intervention d'au maximum 2 minutes 30 par parlementaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, la place des Outre-mer dans leur environnement régional est bien inscrite dans la politique que nous menons, en tout cas au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, il y a des liens étroits qui se tissent entre les représentants de l'État dans nos territoires d'outre-mer et puis les ambassadeurs des pays environnants pour faciliter ces coopérations. C'est ainsi, par exemple, que suite au terrible cyclone qui a dévasté Mayotte, des liens très rapides ont pu être établis avec les pays environnants pour qu'ils puissent apporter soutien ou en tout cas faciliter l'acheminement de l'aide. Ça, c'est dans les temps les plus durs, mais ensuite, dans les temps meilleurs, c'est bien ce que nous cherchons à assurer par tout moyen. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard
si l'AFD, qui est l'un des instruments les plus puissants pour soutenir l'action internationale de la France, travaille étroitement avec les territoires d'outre-mer. Sur les propos de la Russie, qui est une puissance révisionniste et colonialiste, je ne vais pas tellement commenter leur communication au sujet de nos territoires ultramarins, ne serait-ce que pour éviter de leur faire de la publicité. Et puis, sur le dernier point que vous soulevez, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de brider qui que ce soit. Et quant aux volontés expansionnistes des États-Unis ou d'autres, nous les dénonçons systématiquement. Nous l'avons fait récemment sur d'autres territoires, un petit peu plus éloignés, ou en tout cas, oui, un petit peu plus éloignés de l'équateur, un peu plus nordique. Je l'ai fait à l'instant un peu plus proche des pôles. Voilà. Merci beaucoup, Madame la députée. Tout simplement parce que ces volontés ou cette déclaration à tendance expansionniste sont contraires au principe de la Charte des Nations Unies dont nous fêtons le 80e anniversaire cette année. Merci, Monsieur le Ministre. Deuxième orateur cet après-midi pour le Rassemblement national, Monsieur Guillaume Bigot. Ça ne marche pas. Voilà, là ça marche. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant au président Erdogan, vient d'être incarcéré après avoir été accusé de corruption par un tribunal turc. Cette décision intervient opportunément, très opportunément, au lendemain de sa victoire municipale et alors qu'il fait figure de principal favori pour la présidentielle de 2028. Rien d'étonnant, me direz-vous, puisque la Turquie d'Erdogan n'est pas précisément un modèle d'état de droit. D'ailleurs, vectoriser la justice comme arme politique pour écarter un opposant, n'est-ce pas un grand classique des régimes autoritaires? Et c'est donc, à fort juste titre, que votre ministère, le Quai d'Orsay, a réagi à cette mise hors jeu du favori des prochaines présidentielles turques en dénonçant, je cite, des atteintes graves à la démocratie et en appelant au respect des droits des élus de l'opposition et à la liberté de manifester et d'expression comme pierre angulaire de l'état de droit. Le seul ennui, Monsieur le Ministre, c'est que ce que nous dénonçons chez les autres, nous le retrouvons chez nous. Marine Le Pen, favorite des sondages pour 2027, vient d'être frappée d'inéligibilité avec exécution provisoire au motif que sa possible élection constituerait un trouble à l'ordre public. Une décision rendue par une magistrate qui ne fait pas mystère de ses admirations politiques. Le New York Times évoque une crise politique majeure. Le Corriere della Sera s'interroge sur une justice qui semble combattre la politique. Et même le très sage et très conservateur The Economist parle d'un séisme politique qui abîme la démocratie. Forcément, la voix de la France s'en trouve affaiblie. Et comme le disait de manière fort peu diplomatique Coluche, ils nous vendent des trucs et ils n'ont pas un échantillon sur eux. Alors, Monsieur le Ministre, donner de leçons d'état de droit à la terre entière sans les appliquer complètement à nous-mêmes, n'est-ce pas faciliter la tâche de nos adversaires et de nos rivaux? Je vous remercie. Monsieur le député, je ne sais pas si vous avez vu que vous étiez à la Commission des Affaires étrangères. Votre question est quand même très ciblée France en utilisant évidemment un événement. Et peut-être, je pourrais vous demander, si on avait un peu de temps ou en dehors de cette enceinte, quand vous comparez aujourd'hui les institutions en Turquie et les Français, pas comparer les deux. Voilà, le point de départ est déjà faussé. Je voudrais pas que le débat se déroule là-dessus. Ou alors on parle de la Turquie et des actions que la France mène en Turquie. Je vous rappelle le principe de la liberté parlementaire d'une part. C'est pour ça que je vous ai laissé. Voilà. Mais je vous ai laissé et d'autre part, je pense qu'il s'agit d'une question de la crédibilité de la voix de la France et notamment de la voix de la diplomatie de la France qui met au cœur, mais le ministre le sait bien évidemment mieux que nous, qui met au cœur la promotion des droits de l'homme, de l'état de droit, etc. Tout à fait. Très bien. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je ne vais pas commenter une décision de justice ici, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Cependant, je voudrais vous signaler que parmi les raisons qui ont peut-être suscité une préoccupation profonde et une vive émotion suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, M. İmamoğlu, il y a la suppression de son diplôme, il y a son incarcération immédiate, ou en tout cas son placement en détention immédiat. Il y a aussi le nombre de personnes qui ont été concernées par cette vague d'arrestations, ce qui explique sans doute
l'intensité des mobilisations auxquelles on a assisté. Donc je ne suis pas sûr que la comparaison ne soit vraiment pertinente ni raisonnable. Ensuite, pour ce qui concerne nos relations avec la Turquie, j'accueillerai ce soir le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan au Quai d'Orsay pour lui faire part de notre profonde préoccupation, pour aborder avec lui l'ensemble des sujets qui dessinent notre relation, certains sujets sur lesquels nous avons vocation à coopérer dans les temps qui viennent, et je pense en particulier à tout ce qui concerne la résolution de la guerre d'agression russe en Ukraine et la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu. Et puis des sujets qui ont pu entacher nos relations ces dernières années, pour voir si nous pouvons progresser dans une direction qui soit respectueuse de nos intérêts mutuels. Merci monsieur le député, merci monsieur le ministre. La parole à présent pour Ensemble pour la République à madame Éléonore Carrois. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au nom du groupe Ensemble pour la République, je vous remercie de votre présence aujourd'hui et souhaite saluer l'action que vous menez, Monsieur le Ministre, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le président américain annoncera ce soir des nouvelles restrictions commerciales, parmi lesquelles de nouveaux droits de douane réciproques. Ce mercredi 2 avril, baptisé Liberation Day par Donald Trump, marque une nouvelle étape dans la guerre commerciale qui a été initiée depuis son retour à la Maison-Blanche. Ces mesures protectionnistes, justifiées par la volonté de promouvoir les industries locales américaines et de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger, suscitent de vives inquiétudes, notamment en France. Redoutées par de nombreux acteurs économiques, ces annonces pourraient en effet bouleverser le commerce mondial. Les secteurs économiques européens les plus exposés, tels que l'agroalimentaire, l'automobile, mais aussi les industries de haute technologie, pourraient subir des répercussions significatives. Face à cette situation, plusieurs questions se posent quant à la stratégie adoptée par l'Union européenne pour défendre les intérêts de ses États membres. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré hier que l'UE ne souhaitait pas nécessairement prendre des mesures de représailles, mais qu'elle dispose d'un plan solide pour y faire face si cela devenait nécessaire. Dans ce contexte, en tant que puissance économique majeure en Europe, la France se doit notamment de jouer un rôle actif dans la coordination des réponses européennes. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la position de la France vis-à-vis de cette initiative européenne, sur les actions concrètes entreprises ou envisagées par notre pays et ses partenaires européens pour protéger nos industries? Est-ce que des dispositifs d'accompagnement sont par exemple envisagés pour atténuer l'impact économique sur les entreprises françaises les plus exposées? Et enfin, parce que j'ai parlé très vite et qu'il me reste un peu de temps de parole, ce qui est très rare dans cette commission, j'en profite pour vous demander, toujours sur les déclarations du président Donald Trump, est-ce que la France s'est positionnée sur un certain nombre de déclarations qui ont trait aux différents pays dans ma circonscription, par exemple son idée de rebaptiser le golfe du Mexique dans le golfe d'Amérique, ses déclarations sur le canal du Panama, enfin généralement, comment répondre aux différentes déclarations de ce président des États-Unis? Je vous remercie. Merci pour la brièveté ou la façon compacte de présenter les choses. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je voudrais d'abord faire deux éléments de précision. La première, c'est que dans le domaine commercial, il faut toujours mieux privilégier la coopération que la confrontation. Le deuxième élément, c'est que la politique commerciale, c'est la compétence exclusive, si je puis dire, de la Commission européenne. Ceci étant dit, ce qui va se produire ce soir est une très mauvaise nouvelle, non seulement pour, bien sûr, l'Europe, mais tous les pays du monde qui vont être concernés. C'est une mauvaise nouvelle pour les États-Unis et c'est une mauvaise nouvelle pour le multilatéralisme, parce que cette application de droits de douane relativement élevés qui s'annonce va lancer un mouvement qui est inverse à celui qu'avait permis la création de l'Organisation mondiale du commerce, un désarmement tarifaire au profit d'échanges entre les pays du monde. On va sans doute assister à un réarmement tarifaire suite à la décision de ce soir. Alors s'il en est encore temps, moi je souhaite que les États-Unis puissent réexaminer leur décision d'appliquer en tout cas des droits de douane sur l'Europe. Pourquoi? D'abord parce que les droits de douane, c'est un impôt sur les classes moyennes. Et les classes moyennes américaines vont voir se renchérir le prix de leur plein, le prix de leur plein de courses au supermarché. Elles vont s'appauvrir. Deuxièmement, parce que l'économie américaine a un besoin vital de l'économie européenne. Les GAFAM
réalisent 25% de leur chiffre d'affaires en Europe. Et l'Europe finance massivement, à hauteur de 3 000 milliards d'euros, net des investissements américains en Europe, l'économie et le déficit public américain. Et enfin, parce que la Commission européenne, en tout cas je le souhaite, n'aura d'autres possibilités pour rester crédible que de riposter et de mobiliser les instruments de défense commerciale très puissants dont elle s'est dotée ces dernières années, d'ailleurs à la suite des droits de douane appliqués par le président Trump lors de son premier mandat. Et ces mesures, elles incluent notamment l'instrument anti-coercition qui permet à la Commission européenne de prendre des mesures de taxes à l'importation, mais aussi à l'exportation, d'appliquer des mesures de restriction sur les marchés publics, sur les services, et notamment les services numériques ou les services financiers. Mais on voit bien que conduite à prendre de telles mesures, eh bien, la Commission européenne sera en situation d'établir sa crédibilité, mais que ces mesures, personne n'y a intérêt, ni les États-Unis, ni l'Europe. De la même manière que personne n'a intérêt aux droits de douane américains, ni les États-Unis, ni l'Europe. Donc j'espère que rapidement, un chemin de coopération pourra être rétabli de manière à ce que nous ne nous appauvissions pas mutuellement. Pourriez-vous peut-être, Monsieur le Ministre, nous préciser comment vous faites valoir ces arguments auprès de l'administration Trump, par quel canal, par quelle fréquence, au-delà de vous exprimer dans la Commission des Affaires étrangères, que le président Trump ne doit pas suivre, en tout cas en temps réel? Êtes-vous sûr, Monsieur le Président? Je suis payé le conditionnel. J'ai directement, y compris jeudi dernier à Pékin, où était également le commissaire européen chargé de la politique commerciale, j'ai invité la Commission européenne à brandir les instruments de dissuasion dont elle dispose. Parce que les instruments de dissuasion, en général, c'est moins fait pour être utilisé que pour dissuader les atteintes à vos intérêts. Et j'ai entendu qu'en début de semaine, enfin, ces instruments de dissuasion étaient brandis. J'espère qu'ils auront été brandis à temps pour éviter le pire et que nous aurons ce soir une annonce qui est moins pire que ce que nous aurions pu espérer. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à présent pour la France insoumise à Monsieur Arnaud Le Gall. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, un mot de soutien à notre diplomatie. Nos diplomates sont d'un excellent niveau, tout le monde le sait. Je sais pas, on ne s'est pas senti particulièrement visé. Je ne sais pas à qui vous pensiez quand vous faisiez allusion aux accusations de mollesse, mais en tout cas, nous, toutes les critiques que nous aurons à faire, nous les ferons toujours aux décideurs politiques en rappelant la grande qualité de nos diplomates. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'était opposé à la suppression des corps diplomatiques. Israël a rompu le cessez-le-feu le 18 mars. Depuis lors, 1042 Gazaouis ont été tués, 90% de la population est déplacée. Voilà. Israël, et vous recevez demain le ministre des Affaires étrangères israélien. Le cœur du programme de son parti est de promouvoir la colonisation illégale des territoires palestiniens et de s'opposer à la création d'un État palestinien. Et il s'est toujours opposé au départ de l'armée israélienne de la bande de Gaza, même si parfois il a dit le contraire. Israël a annoncé ce jour, après avoir bombardé un bâtiment de l'ONU, vouloir s'emparer de larges zones de la bande de Gaza. Ça émeut y compris les familles d'otages qui ont posé la question, expliqué comment cette opération sert l'objectif du retour des otages. Donc ma question sera simple, c'est combien de temps la diplomatie française va se résumer à échanger au prétexte de maintenir des canaux, ce qui est sûrement nécessaire, avec des criminels de guerre qui nous mentent et qui vous mentent. Au Liban, l'armée israélienne a commis plus de 1000 entorses au cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur. Vendredi, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la banlieue sud de Beyrouth a été visée depuis 4 mois. En tant que président du groupe d'amitié France-Liban, je vous demande ce que compte faire la France, au-delà des mots qui sont nécessaires, mais en termes de sanctions notamment contre Israël, pour contraindre Israël à respecter le cessez-le-feu qui est nécessaire pour la stabilité du Liban. Enfin, concernant la séquence que connaît l'ordre international et le monde depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, on aurait énormément de choses à dire. Nous pensons qu'il y a une forme d'incapacité des responsables européens à penser en dehors du cadre atlantiste. Il suffit de voir que l'une des principales conclusions de la séquence inacceptable sur l'imposition d'un cessez-le-feu aux conditions de Poutine, c'est
on va se réarmer en achetant encore plus d'armes aux États-Unis, parce que c'est ça que feront la plupart des pays européens, et ça nous mettra encore plus dans la dépendance. Mais en tout cas, je ne vais pas élargir sur ce sujet qui nous emmènerait trop loin. Je me limiterai juste à vous demander comment vous percevez l'annonce qui a été faite hier, si elle est confirmée, de la venue du vice-président états-unien au pèlerinage de Chartres. On sait très bien que le vice-président états-unien ne viendra pas au pèlerinage de Chartres si c'est confirmé, juste en tant que pèlerin. Et il risque d'y faire un discours idéologique frontal contre notre République, et en tout cas avec une certaine vision de la religion qui n'a pas lieu d'être dans le débat public. Donc, est-ce que vous avez eu des échanges déjà à ce sujet avec lui? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. 3 grands sujets, dans un temps qui sera forcément contraint, mais si vous pouvez répondre rapidement. J'ai pas été notifié de ce projet de visite du vice-président que nous avons accueilli pour le sommet sur l'intelligence artificielle, que nous accueillerons à nouveau s'il souhaitait se rendre en France. Mais c'est un poisson d'avril. Probablement, je ne sais pas. Sur l'attitude des Européens, nous observons néanmoins, même si effectivement l'industrie de défense américaine je dirais, est plus facilement mobilisable dans un moment où les Européens cherchent à renforcer leur propre sécurité, ou en tout cas à prendre en main leur propre sécurité. Nous avons réussi à obtenir que dans les instruments qui ont été présentés par la Commission européenne dans son livre blanc sur la défense et qui ont été avalisés par le Conseil européen, que le principe de préférence européenne soit néanmoins pris en compte. Après, honnêtement, la question de la demande est, si vous me passez l'expression, plus ou moins réglée, puisque tout le monde consent désormais à relever son effort. Je crois que c'est la question de l'offre sur laquelle il faut que nous puissions être irréprochables, et notamment nous, Français, puisque nous disposons sans doute de l'industrie de défense la plus développée en Europe. Si nous voulons être capables de répondre à la demande, il faut que nous fassions tourner nos chaînes de production. Et je sais que le ministre des Armées y veille. Ensuite, j'accueillerai demain le ministre des Affaires étrangères israélien sur les 2 sujets, mais vous auriez pu parler de la Syrie également, que vous avez cité. Je vais lui passer des messages très clairs sur Gaza, cessez-le-feu obtenu d'ailleurs sous pression américaine le 19 janvier, 3 mois plus tard, le 19 mars, ou disons à la mi-mars, le cessez-le-feu est rompu, les violences reprennent à Gaza, et puis on a ces tirs sur des ambulances qui font 15 morts, dont des secouristes du Croissant-Rouge, de la protection civile palestinienne, des personnels de l'ONU, tout ça évidemment inacceptable, de même que la politique de colonisation extrémiste et violente qui continue de se déployer de manière très inquiétante en Cisjordanie. Je lui dirais à quel point il nous paraît important de soutenir le plan arabe pour la gouvernance, la reconstruction et la sécurité à Gaza, et lui dirait l'esprit dans lequel nous plaçons au moment où nous préparons cette conférence à l'été sur la solution à 2 États. Nous espérons qu'elle sera un jalon essentiel pour inscrire définitivement cette perspective. Et puis, sur le Liban, poursuivre nos échanges pour obtenir, comme je disais en introduction, le retrait définitif, c'est-à-dire des 1% des forces qui ne sont pas retirées à ce stade, mais qui violent l'intégrité territoriale du Liban. Poursuivre nos efforts, puisque nous sommes encore sur place avec les Américains, au sein du mécanisme que nous avions mis en place, pour résoudre la question de la frontière, de manière à donner toute sa chance au redressement politique, économique de ce pays si cher à la France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à présent pour le groupe socialiste apparenté. Olivier Faure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'être là. Et je dois dire que votre présence nous est particulièrement agréable. Et si vous pouviez revenir plus souvent, on en serait très honorés, parce que dans la période que nous traversons, nous avons besoin aussi d'avoir des échanges peut-être plus réguliers. M'associer à vos hommages au corps diplomatique qui méritent effectivement mieux que parfois les sarcasmes dont il est l'objet. Vous dire que la diplomatie, effectivement, vaut mieux aussi que le conflit, et je me félicite, comme beaucoup d'autres ici, du fait que le dialogue est repris avec l'Algérie sur un mode qui n'est pas celui de la surenchère. Et de ce point de vue, je vous rends aussi hommage pour avoir, lors des questions d'actualité, eu des mots qui étaient peut-être moins sujets à caution que ceux de votre homologue de l'intérieur.
vous dire, pour continuer dans les félicitations, que sur la question ukrainienne, nous partageons globalement ce que vous dites, parce que nous considérons que ce qui a été entrepris pour faire face à l'offensive trumpienne et à la façon dont il a de considérer la résolution du conflit nous va aussi, et nous considérons que l'autonomie stratégique de l'Europe est évidemment l'objectif atteint dans un moment si particulier, avec une volonté qui doit être de garder dans un monde aussi conflictuel un pôle d'équilibre qui doit rester l'Union européenne. Bon, vous dire qu'en même temps, ce que nous avons en commun, c'est normalement la défense du droit international. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'épicentre de ce que là où se concentrent tous les regards du monde sur la façon, sur la crédibilité du droit international, c'est précisément le Proche-Orient. Vous venez d'en parler et je dois dire que j'étais agréablement surpris après le vote de la France pour la résolution du 18 septembre 2024 qui a permis effectivement de dire les choses de manière très carrée. Et dans cette résolution, l'ensemble des votants de l'ONU ont appelé au fait de ne plus entretenir, en ce qui concerne le territoire palestinien occupé, des relations économiques ou commerciales avec Israël. Je continue en reprenant là aussi ce qui a été adopté par la France, de mettre fin à l'importation de tout produit provenant des colonies de peuplement israéliennes, ainsi qu'à la fourniture ou au transfert d'armes, de munitions et de matériel connexe à Israël, dans tous les cas où il y aurait des motifs raisonnables, etc., etc. Et je vais très vite vers la conclusion. Prendre des sanctions, notamment des mesures d'interdiction de voyager et de gel des avoirs contre les personnes physiques ou morales qui participent au maintien de la présence illicite d'Israël. Je finis par une phrase en vous disant simplement que le droit international, c'est comme le pays imaginaire de Peter Pan. Ça ne marche que si on y croit. Et donc la question, c'est est-ce que vous y croyez? Et si vous y croyez, que faites-vous pour que cette résolution soit effectivement mise en application? Monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, m'interroger sur ce point. Et peut-être, si le président m'autorise, je déborderai un tout petit peu des 2 minutes. J'essaierai d'être plus court sur les prochaines parce que je voudrais faire 2 choses. Vous répondre, mais avant ça, vous raconter l'histoire du 24 février 2025 aux Nations Unies à New York. Les Ukrainiens préparaient une résolution, comme chaque année, pour l'anniversaire du début de la guerre d'agression. Cette résolution les 2 années précédentes, était naturellement soutenue par les États-Unis. À 3 jours de ce lundi 24 février 25, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas la résolution ukrainienne et qu'ils déposeraient une résolution concurrente qui, lorsqu'elle nous a été présentée, a beaucoup surpris, voire choqué les Européens, parce qu'elle ne faisait apparaître ni de mention de la Charte des Nations Unies, ni de mention de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ni du concept de guerre d'agression, faisant apparaître un simple conflit. À l'initiative de la France, et là encore je veux rendre hommage à tous les diplomates qui se sont mobilisés, nous avons négocié tout ce week-end avec les États-Unis pour que leur résolution puisse être amendée pour intégrer la charte, pour intégrer la guerre d'agression, pour intégrer l'intégrité territoriale. À l'issue du week-end, nous avions des promesses, mais lorsque le week-end s'est terminé, le dimanche soir, les États-Unis ont décidé de rejeter tous les amendements. Le lendemain matin, à l'Assemblée générale, nous avons poussé pour que la résolution ukrainienne soit examinée en premier. Elle a été mise au vote, elle a été adoptée sans les voix des États-Unis et d'autres pays qui suivaient leurs consignes. Est arrivé ensuite le texte américain. Avant de procéder à sa mise au vote, les amendements que nous avions portés et qui étaient soutenus par les Européens ont été mis au vote et ils ont tous les 3 été adoptés. La résolution américaine amendée par la France a été mise au vote, elle a été adoptée, mais sans les voix des Américains qui se sont abstenus sur leur propre résolution amendée par la France et les Européens pour qu'elle soit conforme au droit international. Ça a été pour les Ukrainiens un soulagement considérable parce que l'adoption de la résolution dans des termes qui étaient en quelque sorte acceptables par la Russie aurait été pour eux un revers très significatif. Malheureusement, les débats se sont poursuivis l'après-midi au Conseil de sécurité, cette fois-ci avec les 15 membres, dont les 5 permanents.
Les États-Unis ont présenté à nouveau leur texte, nous avons présenté à nouveau nos amendements. Les Européens, ou en tout cas les amendements auraient été adoptés si la Russie n'avait pas mis son veto sur l'amendement réinscrivant la charte, réinscrivant l'intégrité territoriale, réinscrivant le principe de guerre d'agression. Et c'est le texte non amendé qui a été mis aux voix, qui a été soutenu par 10 pays sur les 15, les 5 ayant voté contre étant les 5 européens. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces résolutions qui sont adoptées à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité soient suivies d'effet? Il faut rendre l'ONU et son Conseil de sécurité plus légitimes. Et c'est pourquoi j'espère bien, y compris en profitant de ce mois d'avril où nous avons la présidence du Conseil de sécurité, faire avancer nos projets de réforme du Conseil de sécurité, puisque nous voulons l'élargir à 4 membres, enfin à 6 membres permanents en réalité, avec tous les privilèges qui sont associés, l'Inde, le Brésil, le Japon, l'Allemagne et 2 pays africains. Parce que si ces 6 pays entraient comme membres permanents, alors les décisions qui seraient prises auraient une légitimité beaucoup plus forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous faisons, pour ce qui concerne le droit international humanitaire, c'est de soutenir une initiative portée par le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui rassemble la France, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, la Chine et le Brésil de mémoire, pour rendre plus applicable, ou plus automatiquement applicable le droit international humanitaire et pour mettre en quelque sorte des règles, pour mettre en fait fin à cette espèce de course vers le bas qui fait que maintenant on tire en quelque sorte sur des secouristes. Et ce n'est pas uniquement le cas à Gaza, c'est vrai aussi, on l'a vu récemment dans la région des Grands Lacs. Et puis troisièmement, il y a tout le sujet de l'architecture financière internationale qui, elle aussi, parce qu'elle est déséquilibrée, pas uniquement au profit, enfin pas du tout en réalité, au profit des pays dits de l'Occident, mais aussi détournée peut-être, ou en tout cas déséquilibrée au profit des grands émergents et au détriment des pays les moins avancés. Là encore, il y a des nouveaux équilibres à trouver. Et si nous y parvenons, je ne dis pas qu'on y arrivera, c'est très difficile, eh bien nous pouvons espérer sauver le droit international, mais c'est une tâche ardue. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la droite... Prenez le micro, Monsieur Faure. Non, je disais juste que vous n'avez pas du tout répondu sur la résolution du 18 septembre 2024. Non. Et sur les moyens de la faire respecter, puisque, en l'occurrence, il y a là un certain nombre d'attendus qui sont très précis sur la colonisation en Cisjordanie. Et donc, est-ce que la France agit pour que, évidemment, les résolutions ne soient pas simplement des lettres mortes? Et en l'occurrence, nous avons des effets, nous pouvons produire des effets par nous-mêmes et pas simplement en attendant des résolutions ultérieures. Merci. Ouais. Monsieur le ministre. Alors, pardon. Sur la colonisation qui menace la solution à 2 États, il faut avoir les idées très claires à ce sujet, parce qu'elle menace, au-delà d'être une violation du droit international, elle menace la contiguïté de la Cisjordanie et donc la possibilité même qu'un État puisse advenir. Là-dessus, nous avons pris au niveau national des sanctions à l'encontre de 28 colons extrémistes et violents. Et au niveau européen, nous avons été à l'origine de 2 paquets de sanctions visant des entités ou des individus responsables de la colonisation. Il y a un 3e paquet de sanctions à l'encontre d'acteurs responsables de la colonisation, qui pour l'instant n'a pas réussi à être adopté par le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, malgré l'effort de conviction. Et il ne s'agissait pas, je dirais, ce que je veux dire par là, c'est que dans la période récente, l'Union européenne a eu plus de difficultés parfois à sanctionner des colons extrémistes et violents que les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Et malgré tous nos efforts, il est arrivé qu'on échoue à obtenir un assentiment de l'ensemble des pays européens, puisque c'est l'unanimité qui prévaut en matière de sanctions. Merci. Peut-être on va passer à la suite. Prochain orateur pour la droite républicaine, M. Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présence. Je voudrais, à mon tour, rendre hommage à l'ensemble du corps diplomatique, dont on peut mesurer l'efficacité et le professionnalisme partout dans le monde. Et m'opposer aux attaques injustes dont vous nous disiez qu'il avait fait l'objet. Je voudrais vous interroger à la suite de la reprise des relations entre la France et l'Algérie, suite à l'entretien téléphonique entre le président Macron et le président Tebboune. Vous allez aller à Alger dimanche pour donner un nouvel élan
à notre relation bilatérale après des mois de tension et de crise. Sur les sujets de tension, il y en a un, vous le savez, qui est la coopération migratoire. Et il est indiqué dans le communiqué, je cite, qu'il est nécessaire qu'une coopération migratoire confiante, fluide et efficace se mette en œuvre. Je voudrais vous rappeler que le refus par l'Algérie à la mi-mars de réadmettre sur son territoire une 60aine de leurs ressortissants algériens, les plus dangereux, et donc la reprise des échanges avec le gouvernement algérien est une bonne chose si, et seulement si, cela permet à la France de renouer une coopération migratoire efficace avec ce pays, dont je rappelle que le taux d'exécution des OQTF est de seulement 7%, c'est-à-dire un taux historiquement bas. Et alors que il y a une demande de la part de nos concitoyens à ce sujet. De manière, on évoque dans le communiqué, Monsieur le Ministre, lorsqu'on parle de votre déplacement, la nécessité pour la relation entre la France et l'Algérie de déboucher, je cite, sur des résultats concrets. De manière précise, pouvez-vous nous dire quels sont les critères qui feront, selon vous, de votre déplacement une réussite et un succès que nous souhaitons sur 2 points. Le strict respect de l'accord migratoire bilatéral avec la réadmission de leurs ressortissants contre lesquels des OQTF ont été prononcés, et je pense notamment aux plus dangereux et à la liste de 60 personnes qui a été présentée par le ministre de l'Intérieur, d'une part, et deuxième critère de succès, de mon point de vue, la libération sans délai de notre compatriote Boualem Sansal, injustement condamné à une peine de 5 ans de prison, tout simplement alors que c'est un écrivain âgé et malade. Merci. Et on considère qu'il a sans doute commis un crime pour la liberté de l'esprit et de création. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Herbillon. Je rappelle juste que les inscriptions sont closes pour les prises de parole. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le député. Alors, je veux dire avec beaucoup d'humilité que mon déplacement, c'est pas pour donner un nouvel élan. En tout cas, il y a un espace qui s'est ouvert suite à l'échange entre les 2 présidents. Moi, si vous voulez, il faut me voir dans cette affaire comme un assemblier, puisque sur la base des principes qui ont été agréés par les 2 présidents, je me tourne vers mes collègues membres du gouvernement, chacun responsable de son département ministériel. Je les sollicite pour avoir les précisions sur les attentes qui sont les nôtres et justement la bonne manière de les rendre vérifiables. Je me rends ensuite à Alger pour rencontrer mon homologue et pour, je dirais, opérationnaliser tout ça, c'est-à-dire pour s'accorder sur voilà, la mise en œuvre concrète des engagements des 2 présidents traduits en actes par les responsables des départements ministériels concernés. Il y a évidemment, au cœur de tout cela, la coopération sur le plan migratoire, avec l'accord que vous avez cité, qui est celui de 1994, qui prévoit que lorsqu'un Algérien en situation irrégulière est documenté, c'est-à-dire qu'il peut être attesté sans aucun doute de sa nationalité, alors il doit être réadmis par les autorités algériennes. C'est l'un des piliers de notre coopération en matière migratoire. Il est attendu, et c'est l'un des grands principes qui a été fixé par les 2 présidents, qu'il soit pleinement respecté, y compris pour ce que l'on appelle les étrangers en situation irrégulière, soulevant ou posant des troubles ou présentant des risques de troubles à l'ordre public. Et parmi eux, ceux qui ont été identifiés par le ministre de l'Intérieur dans la liste qui m'a chargé de remettre aux autorités algériennes il y a quelques semaines. Donc, c'est dans cet esprit que je me rends là-bas et je vous rendrai compte, de la même manière que je le ferai évidemment au président de la République, au Premier ministre, des résultats de ces démarches pour concrétiser l'élan donné par les 2 présidents. Monsieur le Premier ministre, peut-être avant de donner la parole à Madame Sebaï, 2 points peut-être. D'abord pour pousser la dernière expression de Michel Herbillon sur Boualem Sansal.
cette commission a voté une résolution demandant sa libération immédiate. Est-ce qu'on peut imaginer que vous aurez des nouvelles sur sa santé, bien sûr, mais sur sa libération possible? Peut-être pourriez-vous indiquer à vos homologues que cette PPRE est programmée pour être débattue en séance le 5 mai, enfin en tout cas début mai. Ce qui veut dire que remettre le sujet avec une pression nouvelle sur l'Algérie alors que ça se décompresse un petit peu et on voit bien que le dialogue a repris, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle de remuscler le sujet. Donc peut-être que ça peut être une indication pour que Boualem Sansal soit libéré avant cette échéance, je pense, qui est une échéance. Et puis, deuxième élément, Madame Sebaï et d'autres aussi sénateurs ont été en Algérie. Est-ce que associer la diplomatie parlementaire à votre déplacement ne serait pas une meilleure chance d'avoir des résultats importants? Sur le premier point, je vais me contenter à ce stade de reprendre les termes dans lesquels le président de la République et le président Tebboune ont évoqué le cas de notre compatriote Boualem Sansal, au sujet duquel nous sommes préoccupés, évidemment. Le président de la République a réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et a appelé à un geste de clémence et d'humanité à l'égard de Boualem Sansal, à raison de l'âge et de l'état de santé de l'écrivain, qui, je le disais, notre compatriote. Quant à la diplomatie parlementaire, elle aura un rôle important à jouer pour la mise en œuvre de ces engagements, leur suivi, etc. S'agissant de la visite de dimanche, on est en train de regarder, mais ça pourrait être difficile parce que c'est une visite qui donnera lieu principalement à une réunion de travail entre mon homologue et moi-même, et qui me verra ensuite partir pour l'Égypte, où je rejoindrai le président de la République qui passera 2 jours pour un déplacement consacré notamment à la question de Gaza et de la sortie de crise. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à présent pour écologiste et social à Madame Sabrina Sebaï. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le début de l'année, 90% de l'aide internationale américaine a été coupée au travers de l'USAID, abandonnant des millions de personnes et des malades du jour au lendemain. Cette trahison de Donald Trump a malheureusement des conséquences concrètes à travers le monde, puisque le désengagement est global face à une crise qui, elle, est totale. Et notre réponse aujourd'hui est seulement comptable. Chaque euro qui est retiré, c'est une urgence non traitée, une épidémie non contenue, une crise humanitaire qui s'aggrave. Ces enjeux sanitaires ne sont pas isolés. Ils font partie d'une crise globale liée directement au changement climatique lui-même, alimentant les pandémies. Le choléra refait surface là où les inondations détruisent les infrastructures, comme au Nigeria l'an dernier. Le paludisme, la dengue, le chikungunya grimpent dans des zones où ils n'existaient pas. Réduire notre aide au développement de ce contexte, c'est se rendre complice d'un recul sanitaire mondial. Nous devons investir dans la santé mondiale pour répondre notamment aux enjeux climatiques immenses qui se dressent déjà face à nous. Et cela veut donc dire revenir dès maintenant à la trajectoire des 0,7% et mobiliser les recettes de la taxe sur les transactions financières. La France peut-elle être moteur pour entraîner d'autres pays avec elle, notamment pour compenser cette perte importante suite au départ et aux différentes annonces américaines? Je souhaitais également revenir sur la question du droit international. Ça a été évoqué par le président Faure. La situation à Gaza. On a appris ce matin, par la voix du ministre de la Défense israélienne, la volonté d'étendre les opérations militaires dans la bande de Gaza. Et j'avoue que pour certains pays, au moment où il y a eu des conflits, on a tout de suite pris des sanctions, et notamment des sanctions financières. Vous avez évoqué la sanction contre les colons extrémistes, ces 27, je crois, colons que vous avez évoqués. Sauf qu'aujourd'hui, on aurait pu aller beaucoup plus loin, notamment sur la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël, pour avoir des sanctions économiques qui sont un levier aujourd'hui pour arrêter le massacre et le génocide que nous avons sous nos yeux. Et vraiment, ma question, c'est est-ce qu'on attend qu'il n'y ait plus du tout de Gazaouis vivants dans la bande de Gaza avant d'avoir une réaction forte
pour empêcher le gouvernement de Netanyahou de continuer. Et dernière peut-être question, on a une conférence, vous l'avez évoqué aussi avec l'Arabie Saoudite sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, et vous avez évoqué la notion justement de continuité territoriale. Qu'en est-il parce que vous avez évoqué les 27 000 colons, il y a 700 000 colons aujourd'hui installés en Cisjordanie. Qu'avez-vous prévu pour ces 700 000 colons pour assurer l'intégrité du territoire palestinien? Merci beaucoup pour vos questions, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, Madame la députée, sur l'aide publique au développement, évidemment que la méthode employée outre-Atlantique est, je dirais, porteuse de risques pour la survie d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, l'organisation interne d'un certain nombre de missions des Nations Unies et d'organisations des Nations Unies, de programmes des Nations Unies. Et c'est évidemment un sujet que nous regardons avec beaucoup d'attention et qui sera d'ailleurs je dirais, à l'agenda du Conseil présidentiel pour les partenariats internationaux qui se tiendra prochainement, réunissant le président de la République ainsi que les ministres chargés de la politique d'investissement solidaire et durable de la France. Cependant, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici ou dans l'hémicycle, suite aux contraintes budgétaires qui sont exercées sur nous, dû faire des choix qui ont, il faut se dire la vérité, limité notre action, en tout cas pour 2025, je dirais, à relever notre niveau de manière à compenser, en tout cas au niveau français, compenser certaines pertes qui sont observées ou certains manques qui apparaîtront avec le retrait américain. C'est pourquoi je compte bien dans les semaines et mois qui viennent activer le levier européen pour pouvoir accroître le soutien que l'Europe, on oublie souvent de le dire, que les fonds européens apportent à Action contre la faim, Solidarité internationale, Médecins sans frontières, des organisations qui jouent un rôle très important, y compris en ce moment même en Birmanie, et dont l'Union européenne est parfois l'un des tout premiers donateurs. Peut-être que l'Union européenne peut nous permettre, en tout cas dans cette année, qui je l'espère n'est qu'une année blanche avant que nous puissions retrouver des marges d'action internationales au travers de l'aide publique au développement. Je compte bien sur le Parlement pour nous soutenir en ce sens. Ensuite, sur les mesures visant Israël, comme je vous l'ai dit, et s'agissant de la colonisation plus particulièrement, nous avons réussi à faire adopter deux paquets de sanctions sur les mesures commerciales que vous évoquez. On pratique déjà un étiquetage différencié pour les produits qui viennent des colonies, mais quant à remettre en cause l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, oui, mais le remettre en cause ou de suspendre, etc., il n'y a aujourd'hui pas de soutien politique au sein de l'Union européenne pour le faire. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal sur sur les sanctions. Je vous dis que sur les sanctions et que nous avons porté, les paquets de sanctions que nous avons portés récemment, des individus et entités qui avaient été sanctionnés par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, nous avons des difficultés. Donc il n'y a pas aujourd'hui de soutien politique sur l'accord, sur la suspension ou remise en question de l'accord commercial. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Démocrates, Madame Maudepetit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cher Jean-Noël, merci de votre présence et de nous avoir éclairé sur le bilan des 100 jours du ministère des Affaires étrangères depuis le gouvernement Bayrou. Après 18 mois d'âpres négociations, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont annoncé le 13 mars dernier s'être entendus sur un accord de paix. Même si aucune date n'a pour l'instant été fixée, cette signature imminente mettrait fin à 3 décennies de conflit. Principal point d'achoppement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et source de multiples affrontements, la région du Haut-Karabakh.
Les deux pays revendiquent en effet des liens historiques très anciens avec ce territoire. À l'époque de l'URSS, le Haut-Karabakh était sous contrôle de l'administration azérie. Mais à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, cette région à très forte majorité arménienne a en 1991 voté son indépendance et proclamé la République du Haut-Karabakh. Cette république existera jusqu'en 2023, mais sera amputée d'une très grande partie de son territoire en 2020. En effet, lors de la seconde guerre du Haut-Karabakh, les troupes azéries, soutenues par la Turquie, envahissent le territoire. Malgré la signature d'un cessez-le-feu le 9 novembre 2020, les tensions resteront très vives entre les deux pays. Elles atteindront leur point culminant le 13 septembre 2023 avec la vaste offensive militaire des troupes azéries. Une attaque éclair qui allait permettre à l'Azerbaïdjan de reprendre le contrôle de la totalité du Haut-Karabakh et aura entraîné le départ de la quasi-totalité des 120 000 Arméniens de ce territoire. La France a toujours eu un lien très fort avec l'Arménie. Notre pays a d'ailleurs été le premier à reconnaître le génocide arménien et la communauté arménienne de France est l'une des plus importantes dans le monde. J'en profite pour saluer justement cette communauté présente aussi dans le Val-de-Marne. Ce lien puissant et fraternel, si je puis dire, a conduit notre pays à s'engager aux côtés de l'Arménie en renforçant notamment sa coopération militaire en octobre 2023 et en nommant un attaché militaire de la Défense à l'ambassade de France à Erevan. Une proximité qui n'est apparemment pas du goût de Bakou. Monsieur le ministre, j'ai donc deux questions. Alors qu'aujourd'hui un accord de paix se dessine entre ces deux États, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce qu'il contient et nous indiquer le rôle joué par la France dans ce processus qui a permis de renouer le dialogue entre les représentants arméniens et azéris? Deuxième question, le 17 janvier cette année s'est ouvert à Bakou le procès de 16 prisonniers politiques arméniens et parmi eux des représentants de la République du Haut-Karabakh. Vous en avez parlé tout à l'heure. Le Sénat a voté une résolution dénonçant leur détention arbitraire et demandant leur libération. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de ces personnes? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, la France est pleinement mobilisée dans le Caucase. Je le disais dans mon introduction, le Président de la République a d'ailleurs été parmi les premiers à s'exprimer pour saluer la conclusion des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et appeler à une signature rapide de l'accord. L'Azerbaïdjan exige maintenant une révision de la constitution de la République d'Arménie. Cette nouvelle précondition n'est pas acceptable et retarde la signature alors que le processus diplomatique a connu une avancée majeure avec l'accord des deux parties. En parallèle se poursuivent à Bakou les procès des Arméniens du Haut-Karabakh, vous l'avez dit. La France, mais aussi l'Union européenne, dont une mission vient de se rendre dans la région, suit la situation de toutes les personnes détenues arbitrairement avec attention et appelle à leur libération dans le cadre du processus de normalisation en cours. Le Sud-Caucase doit devenir un espace de paix et de prospérité. L'Union européenne peut jouer un rôle pour contribuer à l'ouverture des frontières, au désenclavement de cette région, au bénéfice des populations de la région. Et c'est pourquoi nous appelons au respect de la souveraineté, au respect de l'intégrité territoriale dans le cadre de ce processus de paix, dans le cadre de ce traité de paix qui doit désormais être signé entre les deux pays. Merci. Dernier orateur des groupes pour Horizon Indépendant, Jean-François Portarieux. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais évoquer, Monsieur le Ministre, un sujet dont on parle assez peu lorsqu'on évoque les relations commerciales internationales, celui lié à la géopolitique du transport aérien. Alors, en raison du contexte international, les compagnies européennes et spécifiquement Air France ne sont plus autorisées à survoler la Russie ou à survoler plusieurs pays africains. Et c'est près d'un quart du réseau d'Air France qui est ainsi impacté par ces interdictions de survol. Pour aller en Asie, en Chine notamment, sans survoler la Russie, les compagnies aériennes européennes doivent désormais emprunter d'autres itinéraires qui allongent la durée des trajets et augmentent parfois très significativement leurs coûts opérationnels. Les tensions internationales entraînent donc des conditions de distorsion de concurrence accrues puisque les compagnies chinoises, turques ou certaines compagnies du Moyen-Orient, par exemple, ne sont pas soumises aux mêmes interdictions et enregistrent une très forte augmentation du trafic vers l'Europe. À ces conditions géopolitiques
très favorable aux compagnies aériennes extra-européennes, s'ajoute une moindre réglementation environnementale, un accès à des capitaux publics facilité et des accords sur le service aérien signés par l'Union européenne qui menacent la pérennité de nos compagnies européennes. C'est par exemple le cas de l'accord signé en 2021 par l'Europe avec le Qatar, qui libéralise entièrement le marché du transport aérien sur notre continent, en se substituant aux accords nationaux préexistants. Cet accord à ciel ouvert n'a pas encore été ratifié par la France et ne serait-il pas souhaitable d'en évaluer rapidement les conséquences ? Merci, monsieur le député, sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, donc original et très important. Absolument. Je vous remercie beaucoup de le soulever. Effectivement, je n'aurai pas d'éléments très concrets à vous apporter en réponse, mais le président me soufflait à l'oreille que les détours des compagnies ou que les compagnies auxquelles les compagnies sont forcées pour ne pas survoler la Russie en provenance de la Chine augmentent le temps de vol d'1 heure et demie et donc le volume de carburant de 6 tonnes, ce qui est très significatif, pas uniquement sur le plan financier, mais aussi en matière d'empreinte carbone. Vous citez le chiffre d'un quart des vols, ce qui est effectivement très significatif et qui mérite peut-être que la Commission puisse se pencher sur ce sujet. Enfin, la Commission est souveraine, évidemment. Et sur l'accord avec le Qatar, je vous promets un retour précis après cette audition. Merci, monsieur le ministre. Nous aurons la discussion à présent avec les députés à titre plus individuel. Il y a 10 inscrits, donc on va avoir, je pense qu'il faudra, si on veut respecter le timing, faire des groupes d'intervention. Je donne la parole au premier inscrit à monsieur François Hollande, qui, en son temps, avait exprimé son désarroi de ne pas vous voir plus souvent. C'est réciproque. Je contribue à ce que mon temps de parole soit le plus limité possible, de manière à ce qu'elle ne soit plus aussi exaspérée par mon propos. Mais ma question, elle va être très simple. Depuis plusieurs mois, monsieur le ministre, plusieurs semaines, l'administration Trump a marqué une volonté de relâchement, pour ne pas dire une rupture du lien transatlantique. On le mesure au dialogue qui a été ouvert avec l'administration de Poutine. On le mesure avec également les déclarations sur le Groenland, qui, je rappelle, est un territoire européen. On l'évalue avec la question de la sécurité de l'Europe, qui n'est plus garantie, compris dans les formes de l'Alliance Atlantique. On l'évalue aussi avec les déclarations du vice-président Vance. Donc, je ne serai pas plus long. Quel est aujourd'hui le rapport que vous entretenez avec vos homologues américains, notamment Marco Rubio? Quel est le type de relation aujourd'hui entre la France et les États-Unis? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Il n'y président. a pas une réflexion qu'on va faire sur le temps? Très bien, applaudissez-le, alors c'est parfait. Soit dit que Mme Chikuru m'a applaudi mon intervention. Elle n'a pas dit l'intervention. Elle n'a pas dit l'intervention. Voilà. Bon. Ok. Bon, monsieur le ministre. Monsieur le Président, la position, c'est celle de la France éternelle, alliée, mais pas alignée, et tout à fait lucide, alliée, parce que oui, je serai demain à Bruxelles pour participer à la réunion ministérielle de l'OTAN, qui est une alliance au sein de laquelle nous nous retrouvons et au sein de laquelle je retrouvais mon homologue Marco Rubio, parce que nous sommes alliés au sein de cette alliance. Mais je crois que jamais, sans doute, la voie singulière qui a été celle de la France, singulièrement depuis le général de Gaulle, mais que chacun de ses successeurs a porté, n'est autant écouté par nos partenaires européens aujourd'hui, parce que cette voie qui, en matière militaire, en matière peut-être économique et commerciale aussi, a toujours appelé à plus d'indépendance et d'autonomie stratégique, prend aujourd'hui tout son sens.
Et ça n'a pas toujours été facile pour le général de Gaulle et ses successeurs de défendre cette vision-là quand nos plus proches alliés et amis européens étaient tentés de s'aligner avec l'allié américain. Mais c'est dans ce moment charnière de notre histoire que ce travail patient de préservation de cette voie singulière est en train de manifester tout son intérêt. Je ne vous parlais pas simplement de la position du général de Gaulle. Je vous parlais de la position du président de la République et de votre ministère dans le rapport avec les États-Unis. Et je vous ai répondu que jusqu'à nouvel ordre, quand on est au sein d'une alliance de défense comme l'OTAN, on s'appelle les uns et les autres alliés, ce qui ne signifie pas qu'on soit pour autant alignés sur tous les sujets. Je dis simplement que ça ne change pas par rapport à la position qui a été celle de la France de toujours et qui a pris selon... Comment dire, qui n'est pas indexé sur la politique américaine. Hein. On a survécu à 59 élections américaines. On survivra à la 60e. Et si on a survécu, c'est sans doute parce qu'on a été fidèle à cette position d'indépendance qui est celle de la France et qui nous a amené par le passé à être parfois, à agir parfois de concert avec les États-Unis et parfois à nous opposer à des décisions qui étaient prises par les États-Unis. Merci, Monsieur le Ministre. La parole à Monsieur Kevin Pfeffer, puis à Madame Nadège Abamogoli. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aimerais revenir quelques instants sur la situation en Syrie. Dans le cadre de la transition politique qui doit s'étaler sur 5 ans, le président par intérim a annoncé la semaine dernière un nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement nettement dominé par les islamistes. Les personnalités issues des minorités ne sont pas représentatives et n'ont d'ailleurs aucune légitimité dans leur communauté. Les Kurdes y sont particulièrement perdants, ce qui pose d'ailleurs un problème majeur, puisque Al-Chara et les Kurdes se sont donné 6 mois pour régler leurs différends. Cette évolution est d'autant plus inquiétante après les massacres perpétrés contre la minorité alaouite qui ont fait plus de 1300 morts. Pourtant, dans ce contexte, l'Union européenne a salué ce lundi la formation de ce nouveau gouvernement syrien et s'est dit prête à coopérer avec lui pour l'aider à relever les défis immenses qui l'attendent. Monsieur le ministre, cette déclaration de l'Union européenne n'est-elle pas prématurée et a-t-elle recueilli l'assentiment de la France ? Jusqu'où s'étendra la coopération que la France pourrait avoir avec un régime islamiste qui n'offre aucune garantie et qui semble déjà s'être rendu au moins complice d'atrocités ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, depuis la chute du régime criminel de Bachar al-Assad, nous l'avons toujours dit, nous ne faisons pas de chèque en blanc, nous jugerons sur les actes, nous sommes clairs sur les exigences qui sont les nôtres, au premier rang desquelles la défense de nos intérêts de sécurité. Nos intérêts de sécurité sont menacés en Syrie par la résurgence de Daesh. C'est pourquoi l'une de nos exigences principales est que la transition politique en Syrie ne fasse aucune place au terrorisme. Et je rappelle que que si nous avons déployé de l'énergie pour qu'un accord puisse être trouvé entre les autorités de transition et les Kurdes, parce que les Kurdes sont non seulement nos alliés dans la lutte que nous menons depuis 10 ans au sein de la coalition internationale contre Daesh, mais aussi parce que les Kurdes du nord-est syrien, les Kurdes syriens du nord-est du pays, gardent aujourd'hui les prisons dans lesquelles des dizaines de milliers de combattants terroristes et leurs familles, dont des Français, sont aujourd'hui détenus. Je parle aussi, parmi nos intérêts de sécurité, de la lutte contre ou de la destruction du stock d'armes chimiques. Nous avons intercédé pour que l'OIAC puisse se déplacer en Syrie pour une première mission qui s'est tenue au début du mois de mars. C'est une étape importante dans la destruction de ce qui pourrait menacer nos intérêts de sécurité. Et s'agissant du processus politique en lui-même, la déclaration constitutionnelle puis la formation du gouvernement sont aussi des étapes qui vont dans la bonne direction. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous ne pourrons pas poursuivre notre engagement, et s'agissant notamment de la levée des sanctions, tant que la lutte contre l'impunité ne sera pas effective. Lutte contre l'impunité des crimes du régime d'Assad, bien sûr, mais lutte contre l'impunité, ou en tout cas traduction dans la justice des responsables des massacres récents sur la côte occidentale de la Syrie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Abamogoli.
Allez-y, Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais évoquer la guerre meurtrière au Soudan. Amnesty International indiquait en novembre dernier que des véhicules blindés émiratis, des paramilitaires des FDS, les forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Dogolo, opposés à l'armée officielle, seraient équipés du système Galix, conçu par KNDS France et Lacroix Défense. Des éléments laissent penser que ces équipements français seraient entrés sur le territoire soudanais via des exportations émiraties de matériel de guerre. Par ailleurs, Amnesty International faisait état en juillet 2024 de la circulation au Soudan d'armes en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, du Yémen, de Russie, de Serbie, de Turquie. La prolifération des armes alimente la guerre bien au-delà de la zone d'embargo du Darfour. Dès lors, Monsieur le ministre, quelles enquêtes ont été menées pour s'assurer qu'aucun équipement français ne puisse être utilisé au Soudan? La France peut-elle plaider à son niveau, à l'ONU, pour une extension de la zone d'embargo de vente d'armes à l'ensemble du territoire soudanais? Ce n'est pas l'unique moyen de régler le conflit, mais c'est un enjeu majeur. C'est une question que j'avais posée au ministre des Armées en novembre dernier. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je ne vais pas vous balader, je n'ai pas la réponse à vos questions. Sur les enquêtes, je ne sais pas si certaines ont été entreprises d'ores et déjà, et je me rapprocherai de mon collègue ministre des Armées. Sur l'extension de la zone d'embargo, je n'ai pas d'objection de principe, d'autant que nous avons déjà pris des sanctions à l'encontre de responsables de violation du droit international humanitaire des deux parties belligérantes au conflit, et que nous avons appelé les puissances étrangères au Soudan à cesser d'alimenter ce conflit, première crise humanitaire du monde, par l'approvisionnement des deux parties belligérantes en matériel et en armement. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, Monsieur le Ministre. Vraiment un rendez-vous à 18h30. Donc, je propose de faire 3 questions d'1 minute, 2 blocs de 3. Et puis, le ministre répondra 2 fois après des blocs de 3. Je passe la parole à Pierre Priptich, et puis Michel Guignot et Jean-Paul Lecoq. Monsieur le ministre, je vois tant de gens qui reprochent à la Serbie d'avoir des partenariats avec la Russie et la Chine. Que ne se félicite-t-on quand le partenariat avec la France est formidable? Emmanuel Macron à Belgrade, le 29 août 2024, avec la signature de 12 Rafales, 2,7 milliards d'euros. Novembre 2024, Novi Sad, effondrement d'un novembre à la gare, 15 morts. Depuis, la Serbie, vous le savez, vous l'avez rappelé, est en pleine ébullition contre la corruption. Loin de faiblir, le mouvement de contestation lancé par les étudiants s'est propagé dans tout le pays, toutes les couches de la société. Le 15 mars, une véritable mare humaine, 300 000 personnes ont défilé dans les rues de Belgrade pour réclamer la mise en place d'un état de droit dans le pays. Ce partenariat avec la Serbie de Vučić est-il si formidable 10 mois après la vente des Rafales? Quelle est la position de notre pays concernant la mobilisation et les mouvements de protestation de la société, une forme de printemps européen balkanique, puisque dans le Monténégro, on a aussi des mouvements qui commencent à apparaître? Merci beaucoup, Michel Guignot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, je souhaiterais vous interroger sur plusieurs points qui figurent dans les conclusions du dernier Conseil européen rendu public le 20 mars dernier. Au point numéro 3, le Conseil européen souhaite urgemment réaliser l'union des marchés de capitaux et d'achever l'union bancaire. Comment va s'exprimer la mobilisation de l'épargne privée pour investir dans l'économie de l'UE? Le gouvernement français soutient-il, oui ou non, au travers de l'union de l'épargne et de l'investissement, des emprunts à l'échelle européenne et une mutualisation de la dette? Au point numéro 5, le Conseil européen a procédé à un échange de vues sur le cadre financier pluriannuel et les nouvelles ressources propres. Le gouvernement français soutient-il, oui ou non, la création de ressources propres, ce qui constituerait une contribution supplémentaire des citoyens à l'Union européenne? Enfin, le Conseil européen a réaffirmé son soutien sans faille à l'Ukraine. Le gouvernement français soutient-il, oui ou non, le dernier plan du service européen pour l'action extérieure de 40 milliards en soutien à l'Ukraine? Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Et puis, je passe la parole à Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous prétendez défendre le droit international. Le droit international, c'est l'ONU, c'est la charte de l'ONU. Et l'ONU, c'est la cartographie du monde. Vous êtes devant une carte qui n'est pas celle qui est promue à l'ONU. Qu'en pensez-vous?
Et est-ce que c'est votre ministère qui fait changer toutes les cartes dans le pays? Deuxième observation, on a vu que la justice française avait condamné un ancien président de la République française par rapport à des financements de la Libye de sa campagne électorale, de Kadhafi de sa campagne électorale. Est-ce que vous avez des relations avec le gouvernement libyen? Je vais attendre que vos oreilles soient disponibles. Merci beaucoup. Non, j'ai pas fini. J'attendais que vous laissiez les oreilles disponibles du ministre pour qu'il entende parfaitement ma question. Parce que, ouais, mais je me méfie toujours. Terminé, monsieur Lecoq, pardon. Et donc, je voudrais savoir si le gouvernement libyen demande des comptes à la France sur son action, à l'époque, d'intervention en Libye et de le fait que nous soyons quelque part complices de l'assassinat, peut-être, de Mohamed Kadhafi. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci. J'ai donc 3 minutes. Ouais. Ça dépend à quelle heure vous voulez partir. Oui. Sur la question de Pierre Pribetich, sur la Serbie, il est évident que pour la Serbie, comme pour les autres pays de cette enclave au cœur de l'Europe, constituent les Balkans occidentaux, nous souhaitons qu'ils puissent poursuivre leur chemin vers l'adhésion à l'Union européenne. C'est un chemin exigeant qui suppose non seulement un rattrapage économique et social, mais qui suppose aussi des réformes très lourdes qui touchent à ce que les peuples ont de plus intime, c'est-à-dire les éléments constitutionnels et d'état de droit. Et c'est ce en quoi nous les encourageons, et en particulier pour les Balkans occidentaux, avec un plan de croissance pour les Balkans qui doit faire apparaître les bénéfices de ce chemin vers l'adhésion avant que l'adhésion ne se manifeste. Et s'agissant de la Serbie plus particulièrement, le président Vučić a annoncé la formation à venir d'un nouveau gouvernement, qui est un premier jalon sur la voie de l'apaisement, comme je disais tout à l'heure. Et c'est dans ce sens que le président de la République l'a encouragé lorsqu'il s'est entretenu avec lui samedi dernier. Question de Michel Guignot, qui avait bien repris en détail les comptes rendus ou les conclusions du dernier Conseil européen. La France soutient l'union des marchés de capitaux et l'union bancaire, parce que nous considérons que notre épargne est sans doute l'une de nos meilleures armes pour je dirais, asseoir notre puissance économique et nous permettre de financer notre modèle, y compris notre modèle social. Sur le CFP, le cadre financier pluriannuel, et la question des ressources propres. En réalité, on a déjà décidé de se doter de ressources propres au moment où on a pris l'emprunt sur la Covid, puisqu'on a dit que c'était des ressources propres qui allaient, plutôt que les budgets nationaux, qui allaient financer cet emprunt Covid. Mais les ressources propres ne nécessitent pas nécessairement ou ne sont pas des impôts sur les Français. Les ressources propres, c'est par exemple, comme le président l'a dit, à l'issue de ce Conseil, une taxe sur les services numériques. Ça peut servir de ressources propres. Et puis enfin, sur l'initiative du SEAE de soutien militaire à l'Ukraine, on a annoncé la semaine dernière, président, 2 milliards d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Et il a aussi dit que, en quelque sorte, là où on a beaucoup de moyens pour aider l'Ukraine aujourd'hui, c'est avec la mobilisation des actifs, des revenus tirés des actifs russes gelés, qui ont fait l'objet d'un prêt de 45 milliards d'euros que les Européens sont en train et les Américains et d'autres sont en train de transférer vers l'Ukraine, et que ça devait sans doute être la priorité. Sur les deux questions de Monsieur Lecoq, sur la Libye, moi, j'ai pas de contact j'ai pas eu de contact avec les autorités libyennes à ce stade. Je peux pas vraiment répondre à cette deuxième question. Et quant à la première, même si nous en avons déjà parlé, il y a quelques mois, nous avons exprimé notre vision du présent et de l'avenir du Sahara occidental qui s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, en conséquence directe du plan d'autonomie marocain. Il n'y a pas aujourd'hui, et ce que nous avons dit vraiment, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autres solutions réalistes et crédibles. Mais ceci doit désormais trouver une solution politique durable et mutuellement acceptable aux Nations Unies.
et nous soutenons les efforts onusiens en vue de ce dialogue, et j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques jours avec mon homologue marocain Nasser Bourita à Paris. Merci. Je donne la parole à Madame Sofia Chikirou. Pardon, pour Madame Chikirou pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question au sujet de la Chine, vous en revenez. Thierry Breton, que nous auditionnions hier en Commission des Affaires européennes, a dit à propos de la stratégie Union européenne-Chine que c'était une stratégie alignée sur les États-Unis d'Amérique, un partenaire, un compétiteur et un rival systémique, et c'était la stratégie du dérisking. Je voudrais savoir si, 6 ans après le lancement de cette stratégie, donc en 2019, est-ce qu'aujourd'hui vous constatez que c'est un échec, cette stratégie? Nous restons très interdépendants de avec la Chine. Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce que la Chine devienne un partenaire privilégié de l'Europe, notamment sur les questions de transition écologique, au moment même où les États-Unis d'Amérique sont sortis des accords de Paris? Est-ce que vous pensez que nous pourrions, puisque vous en revenez, que vous avez échangé avec eux, entamer une nouvelle relation? Ils le demandent, notamment pour les 60 prochaines années, une relation qui sera basée davantage sur du partenariat, de la coopération et la préoccupation autour des questions environnementales, de biodiversité, d'océans, des questions scientifiques aussi. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Joris Bové. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interpeller sur l'Algérie et les relations entre nos deux pays. La semaine dernière, le verdict est tombé. Boualem Sansal, âgé de 75 ans et affaibli par de graves problèmes de santé, a été condamné à 5 ans de prison. Une sentence qui, dans son état, s'apparente à une condamnation à mort. Ce jugement, prononcé sous le prétexte d'atteinte à l'unité nationale, bafoue les principes fondamentaux de la liberté d'expression que la France défend avec constance. Monsieur le ministre, alors que vous êtes attendu en Algérie dimanche prochain, j'ai plusieurs questions. Lors de leur entretien téléphonique lundi dernier, le président Macron et le président Tebboune ont convenu de la relance de la coopération migratoire. Pourriez-vous préciser ce point et nous assurer que les laissez-passer consulaires seront bien délivrés après des mois de refus algériens? Le président français a appelé un geste de clémence pour Boualem Sansal, mais aucune garantie n'a été spécifiée. Quel levier diplomatique, mais également économique ou juridique, pourriez-vous activer pour obtenir la libération de l'écrivain? Votre collègue Bruno Retailleau avait évoqué en février dernier l'accord d'association Union européenne-Algérie comme levier potentiel de rapport de force avec l'Algérie. Merci. Cette option est-elle sur la table? Merci, Monsieur le député. Je donne la parole à Madame Pascale Got. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concernera plutôt la course internationale aux terres rares. À la veille du sommet entre l'Asie centrale et l'Union européenne en Ouzbékistan, le Kazakhstan annonce un énorme gisement de terres rares qui produirait 19 des 34 matières critiques qui seraient utiles à l'économie européenne et qui pourraient donc devenir un fournisseur pour la France et pour l'Europe. Cette région est sous influence historique russe, mais aussi liée avec sa voisine la Chine. Le Kazakhstan n'a pas de technologie nécessaire pour développer son potentiel. En 2024, le dirigeant kazakh avait dit être en attente du renforcement de l'industrie française au Kazakhstan, permettant d'introduire des technologies. Qu'en est-il donc de l'action de la France au Kazakhstan et plus globalement dans le monde en matière des terres rares? Merci pour ces 3 dernières questions, Monsieur le Ministre. Et je remercie ma collègue Maude Petit d'avoir passé son tour pour pouvoir accélérer et finir. Très bien. Voilà. Merci en tout cas pour accélérer et rester dans le format imparti. Merci. Sofia Chikirou, sur la Chine, d'abord, il faut qu'on règle le différend qui nous oppose sur le cognac et l'Armagnac, qui n'est pas acceptable. Ensuite, oui, il y a un agenda, disons, positif avec la Chine sur les sujets de climat. La Chine a porté, il y a 10 ans avec nous, l'accord de Paris sur le climat. Et c'est une responsabilité que nous avons en commun. Coopération dans le domaine économique qui se rééquilibre et qui doit être fondée sur la réciprocité et l'équité. Coopération dans le domaine culturel, universitaire, scientifique. Il y a beaucoup de... Le nombre d'étudiants chinois qui étudient en France a retrouvé les niveaux d'avant Covid, mais on a très peu d'étudiants français qui vont étudier en Chine, par exemple. Et puis ensuite, coopération sur le règlement des grandes crises, mais ça, il y a encore beaucoup, je dirais, de discussions à avoir pour rapprocher
nos vues, parce que nous avons en commun d'être 2 membres permanents du Conseil de sécurité, 2 gardiens du traité de non-prolifération. Or, aujourd'hui, je suis bien obligé de constater que la Chine se trouve, en soutenant la Russie dans son effort de guerre contre l'Ukraine, en soutenant l'Iran, en achetant notamment le pétrole iranien, en soutenant directement ou indirectement la Corée du Nord, eh bien, se trouve systématiquement du côté des proliférants, c'est-à-dire des puissances qui veulent se doter d'une arme nucléaire en violation du droit international, en violation du traité de non-prolifération, et qui menacent donc non seulement notre sécurité, mais aussi la sécurité du monde. Et ça, je crois que c'est ce sur quoi on aura, à mon avis, le plus besoin de rapprocher nos positions. Joris Beauvais me réinterroge sur Boualem-Sansal et laissez-passer consulaires. Sur les laissez-passer consulaires, donc l'accord de 1994, ce qu'il dit, c'est que si l'Algérien en situation régulière sur le territoire national est bien documenté, alors en principe, il doit être réadmis sans qu'un laissez-passer consulaire ne soit nécessaire. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas de papier, etc. Et là, effectivement, on attend de la partie algérienne, dans le cadre de cette refondation, que les 2 présidents ont appelé de leur vœu, que l'émission des laissez-passer consulaires, lorsqu'ils sont demandés par les autorités françaises, puisse être diligente. Et puis, sur Boualem-Sansal, nous avons bon espoir que, suite à cet allant donné par les 2 présidents, il puisse faire l'objet de mesures de clémence. En tout cas, c'est ce à quoi le président de la République a appelé. Et puis, enfin, sur Pascal Gau, sujet très important, les terres rares. Vous citez le Kazakhstan, qui était en visite, dont le président était en visite il n'y a pas très longtemps. C'est un sujet sur lequel nous sommes dotés d'une stratégie en 2022 en général, hein, qui vise à sécuriser nos approvisionnements, à identifier les pays. Je reviens d'Indonésie, qui est l'un des principaux producteurs du nickel. S'agissant du Kazakhstan, Orano a beaucoup de prospects et le Kazakhstan veut aujourd'hui diversifier ses partenariats. Nous travaillons avec Laurent Saint-Martin un peu à systématiser cette analyse pour aller plus vite dans la création de ces partenariats avec les pays concernés, mais pas dans une logique extractive ou je dirais coloniale comme certains de nos rivaux peuvent la déployer, dans une logique de respect de la souveraineté du pays qui nous accueille, en lui permettant à lui aussi de monter en capacité et d'être en mesure de tirer profit de l'exploitation de ses propres ressources. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Une conclusion très rapide pour vous remercier une nouvelle fois et avertir tout le monde que la prochaine audition du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aura lieu le 20 mai à 16h30, sauf grande crise majeure. Quelqu'un vous citera un peu plus tôt. Merci beaucoup, passez une bonne journée. La séance est close.